C'est un film très standardisé, très marketé, qui va réussir à caresser les fans dans le sens du poil. À la moitié du film, on tombe dans un film de mariage très convenu, avec des quiproquos, des twists, des machins, des histoires de tromperie. Je m'en fous. Je pense que ça montre pourquoi la société tombe progressivement dans le fascisme. En regardant le film, alors qu'il est quand même bruyant, bête et vide de tout sens, c'est vraiment un exemple de post-cinéma, quoi, littéralement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça soit une vraie comédie romantique avec un Robert Pattinson qui fait un Hugh Grant débile, Hugh Grant sous coke. Donc Hugh Grant, en fait. Et puis, Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Chers auditeurs et auditrices perchés, voulez-vous prendre pour époux et épouse les membres de la Perche ici présents, se promettre de rester fidèles à notre idéal cinéphile et à notre rigueur critique, dans la joie des bonnes surprises comme dans l'épreuve des plus mauvaises. Sans suspense inutile, le focus du jour se penchera sur les films de mariage à l'occasion de The Drama où le réalisateur Christopher Borgli met à rude épreuve le couple formé à l'écran par Zendaya et Robert Pattinson. Plus de 30 ans de relation et pas un seul nuage pour Mario et Luigi, je rigole, je sais qu'ils sont frères, mais c'est quand même tout le bonheur qu'on souhaite au plombier moustachu qui plonge dans le passé de la princesse Peach pour Super Mario Galaxy, le film. Et qui dit mariage à 3. C'est la promesse de Mike and Nick and Alice au cœur d'un triangle amoureux devant la caméra de Ben David Grabinski. Et puisqu'il n'est pas de grande messe sans grande catastrophe, carte blanche à Manon qui nous parlera de sa passion pour les making-of des tournages qui tournent au fiasco. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Bonjour tout le monde, salut Yuri qui réalise techniquement et artistiquement l'émission comme chaque semaine, salut à Manon et Laurent sur le canapé de gauche et salut à Félix et Rita sur le canapé de droite. C'est bien le seul truc de gauche que tu as dans ta vie. Mais le dites pas à ma mère, j'ai peur d'avoir des problèmes familiaux. Ça dépend comment on te regarde, parce que sur la vidéo t'es à droite. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Et peut-être qu'on est plus à l'aise avec ça. On écoute tout de suite le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et Yuri, toi qui es à ma gauche ou à ma droite selon comment on regarde, tu as un petit message à faire passer à nos auditeurs et auditrices. Oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque semaine, ce qui nous rend très heureux autour de cette table. Mais les abonnements et les notes stagnent sur les différentes plateformes d'écoute. Donc n'hésitez pas, déjà, si vous nous écoutez sur Apple, Spotify, Deezer ou que sais-je, de vous abonner. Si vous aimez l'émission, de laisser une bonne note. Ça nous aide pour le référencement, puis ça nous permet aussi d'interagir avec vous. Et également de nous suivre en vidéo sur YouTube, parce qu'on est aussi là aussi de plus en plus présent. On va réfléchir à tout un tas de formats vidéo qu'on pourra aussi faire pendant le festival de Cannes pour vous faire suivre le festival au plus près. Et donc voilà, c'est pour retrouver ce genre de contenu de qualité où on va faire, se déguiser et faire des conneries sur la croisette. C'est par là que ça se passe, voilà. Et soyez là au rendez-vous. Félix, il y a justement des perchés qui t'ont écrit. Qui m'ont écrit, spécifiquement, c'est que des menaces de mort, je comprends. Moi, je comprends. Hein. Exactement. Moi, je comprends. Et dans oui, c'est vrai qu'en effet, du coup, c'est ça où t'habites. Ouais. Du coup, j'ai déménagé entre-temps. Non, qui nous ont écrit, et notamment quelqu'un qui nous fait un super commentaire. Ça fait plusieurs émissions que j'écoute et j'aime beaucoup votre approche du cinéma, précise et professionnelle sans être trop sérieuse. Ça, c'est à cause de Laurent. Je pense qu'il s'est trompé d'émission, c'est pas c'est joyeux et ça fait plaisir à écouter. Continuez. Donc, merci beaucoup. Mimine, comment il s'appelle? Ce serait bien qu'on fasse l'inverse. Qu'on se raconte n'importe quoi, mais de manière hyper sentencieuse et tout ça. Il s'appelle Tony, voilà. Ok, merci Tony. Ensuite, on a eu pas mal de réactions à ta carte blanche, Yuri, et pas mal. D'ailleurs, ne les mettez pas en message privé, commentez sur la vidéo parce que c'est plus pratique pour nous de vous répondre et tout. Oui, effectivement, merci. Mais bon, on vous dit quand même, merci quand même de réagir. Notamment quelqu'un qui, en fait, on a pas mal de petites news. Typiquement, je crois que donc le compositeur Labyrinthe s'est retiré du projet Euphoria parce qu'il a été confié à Hans Zimmer, visiblement. Dans un commentaire, dans un post Instagram orageux où il dit fuck you all, je dégage, j'en ai marre, c'est horrible. Alors que c'est quand même toute l'identité de la série. Voilà, toute l'identité de la série, en tout cas une très grande partie. Le maquillage et le compositeur et la maquilleuse aussi. Et le casting féminin. Est-ce que le fait que c'est pas bien, ça fait partie de l'identité de la série? Tais-toi, Laurent. Wow. Ensuite, censurez-le. On a donc encore quelqu'un qui réagit à ta carte blanche en disant que en fait Hans Zimmer, donc selon cette personne, Hans Zimmer est déjà un peu passé de mode à Hollywood. Maintenant, c'est plus Ludwig Göransson, donc le compositeur de Nolan, qui. Et moi, je parlais pas tant de lui, de Zimmer en tant que tel. C'est tous ses collègues qui aujourd'hui sa boîte. Et en fait, il y a Ramin Djawadi, tout
un tas de gens, Benjamin Wallfisch, Lorne Balfe, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui très actifs, ils émanent de l'écurie Zimmer et en fait ils répliquent un peu aussi son style. Les mêmes codes. En plus, mais Ludwig, il est à la mode en ce moment. C'est-à-dire, il va aux Oscars et il fait les projets un peu hypés. Hans Zimmer, c'est industriel, genre il fait vraiment les projets de beaucoup de monde en masse. C'est aussi ce que tu disais, Yuri, c'est qu'il en fait tellement que tu te demandes même comment il a le temps. Parce que c'est pas lui qui les fait tous, mais c'est pas, ça, à la limite, c'était pas le reproche de la carte blanche. Des gens qui disent qu'on trouvait ça très intéressant, qui te remercient, et notamment des gens qui disent que quand ils disent ça, ils se font taper dessus, donc ils se sentent un peu moins seuls. Ensuite, on a quelqu'un qui nous a demandé pourquoi on avait aimé les dimanches après-midi, donc ça faut demander à Alban, mais il est pas là. Écoutez, Alban, on parlait. Voilà, exactement. Donc pas de haters sur la carte blanche de. Pas trop, non, étonnamment, les gens sont plutôt. Moi, j'en ai eu en MP. D'accord. C'est juste que les gens l'ont pas vu. Non, mais moi, j'ai rarement eu autant de réactions en MP sur une carte blanche et il y avait des gens qui étaient un peu fâchés. Okay. Voilà. On a eu un courrier d'il y a 2 semaines, mais je le dis parce que ça me fait marrer. Si, c'est un spoil. Je savais pas que Jean Dujardin se faisait fusiller, en fait. Merci. En même temps, c'est un collabo. Jean Dujardin ne s'est pas fait fusiller, c'est le personnage. Pas encore. C'est un film. C'est Jean Luchère dans Léon des Ombres. Et ensuite, on a 2 petits retours. Tim Valentin, car j'ai également détesté L'Ultime Héritier, vaguement inspiré du chef-d'œuvre d'humour anglais Noblesse Oblige. Ce film n'a aucun rythme, aucune surprise, aucune émotion. Ça, c'est Claudine. C'est tout à fait Claudine. Allez. C'est vrai que je l'anonymise. Alors que c'est une mascotte maintenant. Non, je rigole, Claudine. On vous respecte. Grave. On s'ennuie ferme malgré le charme de Glenn Powell. On peut peut-être sauver la scène finale. Hâte de vous écouter sur The Drama. Ça, on en parle ce soir. Pour moi, c'est un bon film. Très bien. Et ensuite, du coup, on a un autre retour, notamment sur Silent Friend. Effectivement, la personne trouve que c'est frustrant qu'après 2h30, il n'y ait pas une fin marquante, alors qu'il y a des très beaux moments justement évoqués. Moi, j'ai rattrapé le film. Je trouve que c'est extraordinaire. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et je suis assez mitigé sur cette fin, parce que finalement elle vit en moi d'une autre manière, donc voilà. Je rajouterais que sur Spotify on a eu un commentaire sur Silent Friend de quelqu'un qui nous dit que c'est une merveille et qui encourage aussi les gens à aller voir le film. Vous en avez globalement dit beaucoup bien, Alban et Yuri. Et par ailleurs, le film, on en parle après dans le box-office, mais voilà, le film a besoin de vous. Il est très peu couvert par la critique et je trouve ça un peu scandaleux parce que c'est vraiment un super film. Rita, en courrier de la semaine de ma part, puisque j'étais absente la semaine dernière, je voulais juste dire que j'étais outrée d'entendre Laurent parler de lutte des classes alors qu'il est censé être sur le fauteuil droit et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et je me suis demandé, t'as dit qu'il y avait un problème avec les riches en France et j'ai pas compris. On a le droit d'être de l'autre côté de la lutte des classes sans que ça pose des problèmes. Il faut bien qu'il y ait 2 côtés pour qu'il y ait une lutte, sinon c'est pas possible. T'avais déjà tiré sur Rotaillot il y a 2 semaines. Laurent, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé. Toi, on te tire vers le bas. Hein. Non, mais c'est juste. J'adore parce que les gens vont penser que c'est hyper premier degré. On va être là, second droitard et tout dans les commentaires. D'autant mieux si les gens identifient Laurent comme ça. Et d'ailleurs, imaginez, tu vas dans le futur, je vais dire du mal de genre Jordan Bardella ou des choses comme ça. Enfin, ce serait incroyable. Vous vous rendez compte dans quel monde on vivrait? Il est de gauche pour toi. En tout cas, on est ravis que vous puissiez nous identifier un peu plus personnellement. D'ailleurs, on a eu un commentaire, il me semble, Félix, c'est vrai. quelqu'un qui me demandait si j'avais vu, et je sais plus le titre du film, mais qui allait derrière les palmiers. Sous les palmiers, derrière les palmiers. En tout cas, je n'irai pas voir les palmiers, malheureusement. Merci beaucoup à cette personne de me demander, et je pense que c'est parce qu'on a dit plusieurs fois que j'étais marocaine. Le pitch du film me donne l'impression que c'est un espèce de film très orientaliste sur qu'est-ce qui se passe. Après, c'est un film marocain, donc. Et ça n'empêche pas, hein. On est très fort à ça aussi. Non, je pense que je n'irai pas le voir malheureusement pour des raisons de santé. Mais merci beaucoup de nous identifier. C'est pas parce que t'es malade. C'est bizarre dit comme ça. C'est juste que tu n'as pas envie de. On dirait que tu peux plus te déplacer. C'est ma dernière émission. Tu n'as pas envie de tomber malade en voyant ce film. C'est plus ça que tu. Elle est en train de décéder directement sur le canapé. Elle vient de mourir sur le canapé. On vous rassure, Rita hyper bien. Pas bien. Ma mère, elle va écouter l'émission, elle va avoir hyper peur. On va avoir que les mamans qui ont peur, la celle de Laurent, la mienne. Mais du coup, on est curieux de l'avis. On est curieux de l'avis de cette auditrice sur le film et on va reparler de Silent Friend qui a besoin de force puisque c'est tout de suite l'heure du box-office de la semaine. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Quels sont les films qui trônent tout en haut, Yuri? Eh ben, sans grande surprise, mais quand même un peu, on va dire en termes de degré,
de succès, puisque c'est Super Mario Galaxy, le film qui envoie une grosse carapace bleue sur l'ensemble de la concurrence, puisqu'il fait 1 800 000 entrées sur sa première semaine, sans avant-première, donc juste, ils ont roulé sur la sur destruction tout le monde. du game, quoi. La Vraiment. moyenne de spectateurs par copie, attention, elle est de 2300. C'est stratosphérique. Moi, j'y suis allé en fin de matinée aujourd'hui, on était genre 7 dans la salle. Oui, non, mais d'accord. Mais où Enfin, Vous êtes Parnassien Voilà. À l'espace Saint-Michel. donc bref, il est suivi d'un film dont j'ai pas entendu parler, Compostelle, voilà. Mais si J'avais cru décéder devant la bande-annonce avec le film avec Ah, mais Alexandra c'est avec Lamy. Alexandra Lamy. Oui, c'est le nouveau film de Yann Samuel, le réalisateur de comment s'appelle la Capopaka, de Jeux d'enfants. Eh ben, j'ai pas suivi cette affaire, bravo. Eh bien, qui fait quand même 371 000 entrées, ce qui est très honorable pour un... En même temps, c'est une recette qui ne périme jamais, tu sais, genre une personne qui prend sous son aile un adolescent, tu vois, qui va pas très bien, qui fait des trucs un peu mal et qui le remet dans le droit chemin. Cette Et fois-ci, c'est toujours le chemin de Compostelle d'ailleurs. Je pense Oui. que ce film a déjà été fait au moins 3-4 fois. Et ensuite, et en troisième position, il y a le film dont on vous parle ce soir, The Drama, qui fait quand même 280 000 entrées sur sa première semaine, ce qui est franchement une super performance. Là aussi, la moyenne par copie est très élevée, à 957 personnes par copie. Donc c'est assez encourageant, c'est chouette. Et le film fait un très beau démarrage aussi aux États-Unis. Quoi qu'on puisse penser du film, c'est chouette qu'un film comme ça, à un budget, on va dire raisonnable, fait avec deux immenses stars, mais sur un simple pitch mystérieux, mobilise le public. En tout cas, moi personnellement, ça me fait très plaisir. On peut imaginer que ce film approchera du million d'entrées, et c'est un nouveau succès en tout cas pour A24, le distributeur américain, après Marty Suprême. Et alors ça confirme à la fois Zendaya comme star au même rang peut-être que Timothée Chalamet. Ça confirme aussi le partenariat Metropolitan et A24, parce qu'on en parle beaucoup de A24, mais en France c'est Metropolitan qui a sorti The Drama et Marty Supreme en faisant des campagnes de com qui surfent sur les mêmes choses que le distributeur américain, et je pense que ça marche vraiment bien, en tout cas comment ils le sortent. Ils le transposent bien en tout cas. Exactement, ils adaptent en tout cas ce qui est fait, mais je trouve que c'est assez rare pour être dit, parce qu'il y a certains films A24 qui ne sortent jamais en France, parce que alors de fait, ils les vendent très cher pour les distributeurs internationaux, et c'est pas un studio comme la Warner qui sort ses films dans le monde entier. Non, c'est vrai. Donc c'est cool qu'ils puissent avoir des partenaires avec des distributeurs locaux qui permettent que les films trouvent leur public aussi. On y reviendra peut-être un jour sur le système A24 et sur la manière dont il fonctionne, mais en tout cas voilà, un film qui n'est même pas dans le top 20 de ce box-office, c'est Silent Friend. Top 20, il est pas. Ouais, je crois qu'il fait même pas 10 000 entrées sur sa première semaine d'exploitation. Wow. Donc franchement, c'est un des meilleurs films depuis le début de cette année. Ceci dit, il est quand même hyper mal marketé. Hein. Enfin, tu vois la bande-annonce, tu vois les trucs et tout. Il y a plein de c'est le problèmes. bad, quoi. Moi, j'en ai jamais entendu parler avant. Non, mais alors que Illiko Idigi, elle était en compétition à Cannes. Enfin, il était à Venise, il a gagné des prix à Venise. Donc c'est quand même un film qui sort pas de nulle part. Enfin, Il y a Tony Leung qui le sort. KMBO. Donc c'est un film qui est c'est une toute petite boîte aussi. Hein. Mais donc c'est quand même quelque chose qui est assez dommage du fait de la qualité, en tout cas je trouve, du film, et même si on n'aime pas la fin, c'est vraiment une vraie proposition singulière. Donc franchement, allez-y, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà. Et cette semaine, en plus, on est dans les charts puisqu'on parle de 2 films sur 3 du top du box-office, donc pas Compostelle malheureusement, mais Super Mario Galaxy. Je pense heureusement pour Compostelle quand même. J'ai pas vu le film, mais j'ai pas besoin. Manon, on a 2 petites news. Oui, petite news, mais bon, qui me tient à cœur. Je voulais juste mentionner que s'ouvrait aujourd'hui la 7e édition du festival Format Court, qui est un festival de court-métrage qui se tient au studio des Ursulines à Paris. C'est un court-métrage sympa. Cette année, c'est Clotilde M, la marraine. Il y a 23 courts-métrages projetés. Et puis, ils font aussi des programmes thématiques, des tables rondes. Cette année, c'est sur le body horror en France. Il y a aussi des masterclass. Ça sera celle de Karine Tardieu, qui a eu le César cette année de meilleur film. Enfin voilà, un beau programme assez éclectique. Donc go, envoyer de la force au court-métrage. Et au studio des Ursulines. Et au studio des Ursulines qui fête ses 100 ans cette année. Et Yuri ? Et moi, je voulais juste, comme la sélection du Festival de Cannes va être annoncée là, quand vous écouterez a priori cette émission jeudi matin, une folle rumeur enflamme les réseaux sociaux depuis aujourd'hui, ce qui est que Zack Snyder serait à Cannes avec son prochain film. D'animation ?
Non, c'est un film qu'il allait tourner en Colombie et en Islande avec 2 acteurs. J'ai rien compris. Colombie et Islande. Mais donc, qui l'eût cru que Zack Snyder débarquerait dans une des sélections en tout cas, moi, voilà. parce que la Justice League, c'était trop le meilleur film de 2021 et en plus. Non, voilà. Donc c'est moi. En tout cas, c'est fait partie des théories qui me font bien marrer, qui passent en tout cas en tout cas qui ont l'air assez étayées au vu des personnes qui les relaient. Mais en tout cas, c'est vraiment un complotiste. C'est vraiment. Mais de toute façon, ça n'est que ça. Ça n'est que de la théorie. De la spéculation. Mais en tout cas, c'est du journalisme de haute qualité. Hein, je vous le dis. On a vraiment ça des va sources. être infirmé ou confirmé dans 10 minutes. C'est ça qui me fait rire, c'est que j'ai envie de dire le truc pour que les gens l'écoutent. Histoire que tu passes vraiment pour un gland si jamais le mec est pas là. Ok, moi j'ai un take. Moi je pense qu'il va y avoir une rétrospective ou un truc Cannes classique autour de Nancy Meyers parce que c'est ma théorie que je viens d'inventer. Et vous gagnez quoi si ça se passe du coup ? Bah Yuri, si c'est vrai. Mais moi j'y serai pour la première fois. Je vais aller voir la conférence de presse avec Frémo là. Donc, bah tu nous feras un live tweet. Ouais, absolument. Sur le compte de la perche. Et puis surtout, on aura l'occasion de parler de ce qui a été annoncé dans les sélections la semaine prochaine. Mais en attendant, Super Mario. La transition est maxi rude quand même. Et je vais pas me priver de vous lire le pitch halluciné. J'aime bien qu'il y ait des moments chansons maintenant. Le pitch halluciné est absolument super, en plus avec des trucs en majuscules, donc avec... Je l'ai vu, il fait genre 3 paragraphes. Mais je vous le lis parce qu'il est exceptionnel. Avec Super Mario Bros en majuscule, l'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo est fort du succès remporté dans le monde entier avec plus d'1 milliard de dollars de recettes. Illumination en majuscule et Nintendo également en majuscule se retrouvent une nouvelle fois afin de nous offrir un tout nouveau chapitre, cette fois à dimension cosmique, mais tout aussi bourré d'action. Super Mario Galaxy en majuscule, et là on passe au vrai pitch. À peine installé au royaume champignon, non, stop, Elisabeth. À peine installé au royaume champignon, un mystérieux appel à l'aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d'ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d'amis très loin de chez eux à travers un périple intergalactique à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. C'est Star Wars ? Presque. C'est complètement Star Wars. Comme c'est pitché maintenant. Ah, mais le film est très Star Wars. Le passé sombre de Peach, n'ayant pas vu le film, Science Corner comme d'habitude où j'ai pas vu le film et je dis mon avis, mais je pense que du coup son passé sombre c'est Corinne Lucher, Princesse Peach. Et bah écoute, j'espère Laurent. Spoil, attention, elle se fusillait à la fin. Laurent, du coup vous étiez 7 au hall. Il y avait pas grand monde, c'est la grande salle, enfin une des grandes salles, il y avait pas grand monde. Est-ce que t'as retrouvé le plaisir incroyable que t'avais ressenti devant le premier, dont je pense que tu te souviens à peine? Alors, j'avoue, j'ai peu de souvenirs. J'ai dû aller réécouter ce que j'avais dit sur le premier, parce que ce n'est pas super bon signe. Mais je l'avais plutôt défendu, et en fait, je vais globalement dire un peu la même chose, ce qui est super. En fait, je trouve que c'est un film qui est un produit très standardisé, très marketé, très organisé, pour faire un film pour enfants qui va quand même réussir à caresser les fans dans le sens du poil. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il arrive à faire une adaptation honnête de l'univers de Mario, avec les éventuels problèmes que ça pose. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment ce qu'il faut à manger en termes de références, en termes de choses à droite à gauche. C'est un film qui est assez foisonnant, c'est le bordel, il y a plein de détails. Il y a un truc qui est assez plaisant à regarder quand tu connais bien Mario et que tu regardes ça. Après, la réalité, c'est que ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, c'est un film un peu pour enfants, vraiment très très basique, avec des histoires vraiment basiques. Il se passe rien d'intéressant. Les twists sont un peu bidons. Il y a énormément de rythme. Par contre, ça c'est vraiment le bordel tout le temps. Il y a des courses poursuites, ça se fout sur la gueule. Enfin, ça court partout tout le temps. Ce qui fait que le film est globalement assez regardable. C'est vraiment un roller coaster, quoi. Et c'est pensé comme ça et c'est vu comme ça.
Après, je trouve que c'est une bonne d'adaptation de Mario. On peut s'interroger sur le fait, est-ce que c'est une bonne idée d'adapter Mario au cinéma ? Je pense qu'on peut... Financièrement, oui. Alors, financièrement, oui. Artistiquement, je pense qu'on peut tous être un peu d'accord pour dire que non. que c'est pas en fait une licence qui brille par la qualité extraordinaire de sa narration, que Shigeru Miyamoto, qui est aussi un des producteurs du film, un des producteurs principaux du film, qui est le créateur de Mario, qui est un des papes du jeu vidéo. Enfin, je sais même pas s'il y a d'équivalent en fait dans le cinéma de ce mec-là, qui est vraiment genre un gars immense. Il a jamais été connu pour faire des histoires particulièrement intéressantes, mais en revanche c'est un jeu qui est connu pour le gameplay et tout ça. C'est très difficile de le mettre en scène dans un film, et ça n'a globalement aucun intérêt. Donc voilà, je pense que mon neveu de 7 ans, il kifferait aller voir ce film, que ça le ferait marrer, qu'il y a des trucs qu'il trouverait drôles, des trucs qu'il trouverait cool, et que je pense que le film est complètement fait dans cette optique-là, toujours en partant du principe que ces enfants-là vont aller avec leurs parents, et que leurs parents qui aiment bien Mario, ils ont pas envie de voir leur enfant se faire violer sur un écran, et donc le truc est Laurent, tu as entendu ce que t'as dit ou pas ? Ouais. Raisonnable dans la manière dont il adapte la licence Mario, qui est une licence qui est énorme et qui beaucoup de gens tiennent beaucoup. Voilà. Mais bon, ça reste, je sais pas, c'est comme aller manger chez McDo, quoi. Tu sais ce que tu vas manger, et c'est pas très intéressant, mais voilà, ça peut être un kink. Félix, alors t'aimes pas Star Wars, du coup Super Mario Galaxy, Super Mario meets Star Wars, qu'est-ce que ça donne ? Je pense que ça montre pourquoi la société tombe progressivement dans le fascisme. Non, mais en vrai, je vais dire à peu près la même chose que ce que j'avais dit sur le 1. Ce n'est pas un film. Voilà. Et du coup, c'est vraiment bien qu'on en débatte. Non, mais en fait, soyez 3 à être allés. Non, mais par contre, que ça fasse autant d'entrées, que ça mobilise autant de gens, autant de trucs, vraiment, et qu'il y ait justement autant de gamins qui vont être mis devant et qui vont être habitués à ce genre de contenu. Alors, moi, j'aimerais juste rebondir là-dessus, parce que je trouve que vous dites tous les deux qu'il y a beaucoup de gamins. Sincèrement, le public principal de ce film, alors certes, il y a des enfants, mais le nombre de gens fans de Nintendo, de grands, il n'y a pas que ça. Il y a des fans de Nintendo, mais le film, pour moi, clairement, est conçu pour les enfants. Oui, mais en fait, les gens, je trouve qu'il y a un nombre. En fait, il y a un nombre de réactions de gens qui font des vidéos, des articles. Il faut pas écouter les gens qui donnent leur avis sur le film. Je trouve qu'il y a ce film est reçu par une communauté qui est beaucoup plus âgée que celle que pour laquelle vous dites que le film s'adresse. Non, mais je veux dire, c'est la même communauté que Marvel, etc. Non, c'est pas tout à fait la même. Pour moi, c'est les gens qui ont joué au. C'est les otaku, quoi. Ils sont pires. C'est vraiment genre les gens qui. Non, mais c'est des gens qui sont nostalgiques de l'univers Mario parce qu'ils ont joué là-dessus sur Wii, DS ou je ne sais quoi. Non, mais pour moi, c'est j'ai joué à quasiment tous les Mario depuis la NES, donc c'est pour ça aussi que ça marche, tu vois. Bien sûr. C'est que tout le délire nostalgique. Mais moi aussi, j'ai trouvé ça horrible. Tu vois, en fait, c'est juste que genre, indépendamment de la démographie du public qui va voir ce film-là, je trouve que si justement on focus sur le côté, c'est un film d'animation, donc je pense que les familles vont emmener leurs enfants. Je trouve ça extrêmement problématique parce qu'on habitue les enfants effectivement à un espèce de rythme effréné, etc. Mais bon, ça pourquoi pas. C'est juste que genre, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de psychologie. Et c'est en ça que je dis une espèce de phrase hyper un peu provoque sur le fascisme, mais en fait il y a un côté où genre on évite complètement le récit de ce qui normalement, tout l'intérêt d'un récit c'est quand même de raconter des histoires, de procurer des émotions et d'illustrer je trouve des interactions humaines, et là il n'y en a aucune. C'est vraiment l'équivalent d'un espèce, enfin de ce qu'on appelle l'IA slop là, enfin les espèces de l'île de l'attente à fruits, skibidi fruits ou je sais pas quoi là. C'est ça en fait, enfin c'est vraiment, on va balancer de références en permanence, et effectivement je comprends même pas de quoi vous parlez. Ouais, voilà. Mais je pense que je veux bien qu'on explique à nos auditeurs. C'est tous les contenus abrutissants générés par IA qui sont juste là pour. Mais tu sais que tu m'envoies sur Instagram. Oui, moi je sais ce que c'est. Soit des espèces soit c'est des démonstrations techniques de plans qui sont stylés, parce que en fait le film c'est quand même ça, c'est une énorme bande démo et pour Mario et pour le studio Illumination. Ou alors sinon c'est juste on va venir agiter des figures que tu connais en mode t'as vu, il y a référence à ça, il y a référence à ça. Mais c'est le retour des otaries. C'est le retour des otaries, tout à fait. Les otaries, c'est les gens qui applaudissent parce qu'on leur donne des sardines.
Je reviendrai à ce concept d'Otari dans pas longtemps. Mario étant la sardine. Bref, et en fait, je trouve très sincèrement que même juste, du coup, si on prend la démonstration technique, parce que bon, s'il n'y a pas d'histoire, très bien, on va juste se focaliser là-dessus, et sur la manière dont ils mettent en scène en fait ces figures-là, ça ne repose que sur un principe, l'iconisation. Et je trouve que c'est extrêmement problématique de filmer les choses exclusivement de cette manière, parce que ça fait stylé, parce que justement, tu sens que ce clip-là va pouvoir être repris sur les réseaux sociaux et potentiellement ça va devenir un mème. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de démarche extrêmement marketing qui, moi, personnellement, me gêne profondément et que je trouve très problématique pour les jeunes générations. À la limite, que les adultes voient ça et disent en mode ok, bon, c'était un espèce de kick, machin, mais ça m'a fait marrer, mais je trouve ça débile. Pourquoi pas? J'ai toujours du mal avec le côté divertissement décérébré, mais why not? Mais moi, je n'emmenez pas vos enfants voir ça parce que c'est vraiment pas intéressant pour eux. Je trouve que ça leur apprend rien en fait en vrai. Et à mon sens, justement parce que c'est quand même à vocation et à destination des jeunes, il faut faire attention. Et je trouve que là, on est en train d'habituer les gens à regarder des trucs qui n'ont juste aucun sens et qui sont juste publicitaires. Et je trouve que c'est super. Enfin, moi, ça me fait peur. Voilà. Félix est pas content. Non, je suis pas content. Je peux me permettre un rapprochement un peu loufoque au début du cinéma très populaire, quand tu pouvais rentrer dans la salle même si ça faisait une demi-heure que le film avait commencé et que tu pouvais sortir et re-rentrer, que les gens parlaient, notamment. Enfin, je sais que c'est une grande tradition en Italie dans la manière dont on faisait le cinéma. Au Maroc aussi, c'était ça. Ça coûtait 50 centimes. Bollywood, c'est toujours le cas. Hein. C'est exactement. Ça coûtait 50 centimes. Tu pouvais rentrer dans la salle et c'était une activité comme une autre à faire. En fait, le truc, c'est que du coup, les films étaient faits dans une économie où parfois tu pouvais comprendre si tu venais voir qu'une seule séquence, parce qu'une scène était en elle-même une dramaturgie, et ça forçait les cinéastes à imaginer que les gens allaient être déconcentrés, mais que si t'étais là du début à la fin, fallait quand même offrir quelque chose. Et je trouve que, en fait, ça me rappelle beaucoup ce que tu dis, où en fait, c'est bizarrement la même économie dans le sens où on a l'impression que les gens vont être déconcentrés, mais le résultat et la manière de traiter ce problème est inverse. Et c'est-à-dire qu'à la place, si on se dit que vu parce qu'ils vont être déconcentrés, parce que on les a entraînés à l'être, et ben on va continuer, et dans chaque scène, on va créer des moments, lol Léa Salamé, on va créer des moments, tu vois, des trucs qui peuvent être comme peaches, ça, et éviter de créer une dramaturgie dans chaque scène, quoi. Mais surtout qu'en plus, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont quand même un tout petit peu par moment des bonnes idées. Et typiquement, je trouve que le traitement du personnage de Bowser et de la relation avec son fils, en fait, au début, c'est intéressant parce que Bowser Junior est posé comme une espèce de Dincel parce que voilà, il est complètement fan de son papa, etc. Et en fait, ils tiennent pas du tout ça jusqu'au bout. Et finalement, en fait, on s'en fout et ça devient des grands méchants et machin. Et je trouve que du coup, toutes les bonnes idées ou même la relation entre Peach et une autre princesse qu'on voit dans le film, c'est pareil, c'est des trucs qui peuvent être intéressants, mais juste racontez-moi quelque chose. Harmonie, je crois en français. Oui, c'est pas Daisy. Spoilé, mais bon, Daisy, elle est pas dans la licence dans les films Super Mario. C'est une princesse. Mais parce qu'en plus maintenant, il y a des licences Nintendo qui sont ramenées dans l'univers parce que tu sens très bien qu'ils vont commencer à faire après. Bien sûr, ils vont faire une sorte de pas de multivers, mais d'univers étendu avec tous les. Et franchement, genre, si c'était pour juste prendre ce qu'il y avait de plus mauvais chez Marvel et de continuer à faire la même chose avec les licences de jeux vidéo, je vois vraiment. Mais de toute façon, c'est un peu ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait avec les super-héros pendant 15 ans, ils vont faire 20 ans, ils vont faire la même chose avec les jeux vidéo. Là où moi quand même, ce que je pense en fait de tout ça, c'est que fondamentalement la licence Mario et globalement les licences de jeux Nintendo n'ont rien à dire. Enfin, tu veux, c'est pas des trucs intéressants. C'est un schéma très classique où t'aurais pu raconter une histoire avec ça, tu vois. Lego, les mecs, ils ont réussi à faire une histoire avec. T'as plein de trucs. Parce qu'ils font mais je suis d'accord. Yuri, je suis curieuse déjà de t'entendre sur Super Mario Galaxy le film et que tu expliques ce que c'est que les otaries un peu plus précisément, que je viens de le faire en parlant de sardines. Alors, le concept de... Des mammifères marins, c'est un mammifère marin, c'est un animal extrêmement mignon, un peu comme les castors. Non, c'est un peu un terme qu'on a inventé, sorti de notre chapeau, quand on parlait du MCU, et quand on s'étonnait du fait que les films n'avaient plus aucune structure narrative, plus aucune construction dramaturgique, et que globalement c'était des easter eggs, comme on dit, en gros des récompenses lancées à un public fidélisé sur 54 films et 323 séries, et que en fait le film ne tenait que par ça, il ne tenait que par une espèce d'acte de fidélisation, et toutes les 10 minutes tu envoies un bonbon à la salle, et en fait on était dans une séance, je crois que c'était Doctor Strange 2, où vraiment toutes les 10 minutes les gens applaudissaient, et du coup on se dit mais en fait c'est un peu... Quelqu'un se rappelle de Doctor Strange 2? Mais il y avait un côté un peu Otari dans le sens où... N'hésitez pas à nous envoyer des messages, tu vois, genre si vous vous rappelez mais de moi Doctor c'est Strange 2. Moi c'est même pas tant ça, moi moi je suis assez d'accord avec Félix. En fait, en regardant le film, alors qu'il est quand même bruyant, bête et complètement vide de tout sens, en cherchant un peu un truc intelligent à dire, je me suis dit mais en fait c'est vraiment un exemple de post-cinéma, quoi, littéralement. C'est-à-dire que tu as tout ce qui fait les ingrédients du cinéma, à savoir des images
des dialogues, de la musique, des sons, a priori des scènes qui s'enchaînent, mais mis bout à bout, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'enchaînement des plans ne crée pas un sens, l'enchaînement des scènes ne crée pas un sens. Et après, je dis, mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais tu as ce truc-là qui est fait par des gens a priori compétents techniquement, et juste... Tout est dans le techniquement. Non, mais c'était une expérience hyper étrange où je me disais que vraiment, la séquence que je vois n'a aucun rapport en termes de sens avec la séquence que j'ai vue avant et n'a aucun rapport en termes de sens avec la séquence que j'ai vue après. Et on va dire l'addition de ces différentes séquences ne va pas créer un tout qui à la fin va me donner l'impression d'avoir traversé une histoire. Et du coup, ce truc-là m'a quand même un peu interrogé sur le succès aussi que ça a, sur le côté de dire, mais en fait, qu'est-ce que ça raconte justement de notre temps d'attention, de notre désir aussi de qu'est-ce qu'on veut voir à l'image, parce que le succès du film étant indéniable, ça raconte aussi quelque chose sur notre rapport à ça. Et je me suis juste moi demandé, mais qu'est-ce que je foutais là déjà, parce que je comprenais rien moi, globalement à l'histoire et à ses enjeux, et en fait, à part en effet lancer comme ça un peu à tout va des espèces de mini références à l'univers Mario, le film ne produisait aucun autre effet. Et c'est un truc qui moi m'a un peu interloqué, quoi. En fait, je trouve que t'exagères un poil parce qu'il y a des ficelles qui sont très grosses, tu vois, sur... Mais elles sont pas tenues, en fait. Mais je veux dire qu'ils sont là, enfin, tu vois qu'il y a des trucs qui tentent de faire. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de base. Je dis pas que c'est bien, tu vois. Elle disparaît pendant 30 minutes de film, tu sais pas pourquoi. Encore une fois, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est histoire de montrer les moments machin, mais ça marche parce que, encore une fois, ça marche parce que ça respecte l'univers, tu vois. C'est pour ça que moi je trouve en plus même pas tant que ça, mais c'est un autre débat. Après, comme je reprendrai Manon il y a quelques semaines en disant que je pense que le débat est plus intelligent que le film. Après, est-ce que ça mérite 1,8 million en première semaine, tu vois, genre 1,8 million en première semaine, ça raconte quelque chose, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est un truc où Pixar fait à peine 300 000 entrées, et là c'est 6 fois le prix, le score d'un Pixar. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien écoutez, on vous encourage donc pas à aller encore gonfler les chiffres de ce Super Mario Galaxy, et on s'aventure tout de suite sur le terrain de The Drama de Christopher Borgli. Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. What stories are you gonna do? What do you mean, my speech? Yeah. Zendaya et Robert Pattinson forment un jeune couple comblé de bonheur, mais ce bonheur va être mis à l'épreuve lorsqu'un rebondissement inattendu vient tout bouleverser une semaine de leur mariage. On va peut-être préciser que ce bouleversement, enfin ce rebondissement inattendu, c'est une information sur le passé de Zendaya. Du personnage moi je vais spoiler. Oui, j'allais dire, moi aussi je vais spoiler. Vous allez spoiler? Bah, je peux pas parler de On va commencer par écouter Manon qui va pas spoiler, et ensuite comme ça nos auditeurs ont la possibilité de skip un peu, enfin on fera des comme d'habitude. Dans tous les cas, on va prévenir à partir du moment où vous allez prévenir au moment où vous allez spoiler. On fera des warnings. Non, mais en tout cas, il y a un truc qui est assez intéressant, je trouve, dans le marketing du film, etc. C'est que quand on regarde la bande-annonce et quand on lit le pitch, on ne sait absolument, mais pas du tout à quoi s'attendre. Du coup, Manon, peut-être première question, est-ce que c'est à la hauteur du mystère comme ça qui est monté en épingle ou pas, ce drama? Alors, je trouve que si on peut appeler ça un twist, en tout cas... Twist qui arrive dans les 20 premières minutes. Il arrive assez rapidement. Ouais. Je trouve que c'est à la hauteur. Enfin, c'est quand même un vrai cas de conscience. Vrai cas de conscience, vrai choc, vraie révélation qui pourrait interroger des choses passionnantes. Ce que le film ne fait pas, je trouve. En fait, c'est un film qui n'est pas désagréable à regarder. On passe pas un mauvais moment. Zendaya, enfin, juste, moi, je trouve que tu regardes son visage et tu regardes son jeu pendant 1h30, t'es fasciné parce qu'elle est... Alban, qui avait jamais vu un film ou une série avec Zendaya et a découvert The Drama, mais n'était pas là cette semaine pour en parler, nous a dit qu'effectivement, il avait été épaté par son jeu d'actrice, un peu moins par les mimiques de Robert Pattinson. De Robert Pattinson, qui est moi un acteur que j'aime bien, mais là, il est pas bon du tout. C'est ma partie préférée du film. Ah ouais, moi, je le trouve assez mauvais dans ce film. Il y a un moment où Robert Pattinson fait un AVC. Non, elle veut dire les il veut jouer la surprise, il joue ça un peu comme s'il avait des AVC. Il est meilleur dans Mickey 17, à peu près sur le même registre. Ouais, mais parce qu'il est un peu plus comique, mais... Voilà, c'est beaucoup plus comique, et je pense qu'il est meilleur en vraie comédie que là où c'est un peu entre les deux, et je pense qu'il a un peu plus de mal. Alana Haim aussi, excellente actrice et excellent personnage. Je pense que c'est le meilleur personnage du film même. Bref, donc tout ça pour dire que c'est un film qui est pas désagréable à regarder, mais je trouve que en fait ça n'adresse pas son sujet et ça ne tient pas vraiment ses promesses.
toute cette promo a été construite autour de ce twist que moi j'achète complètement, mais en fait des questions quasi philosophiques en découlent, et en fait il aurait fallu adresser ces questions et y répondre. La question étant, je vais pas spoiler, mais comment gérer une révélation sur ta future femme que tu penses connaître et que tu vas épouser et qui a failli commettre l'impensable, en gros, quoi. Et en fait, tout le nœud du problème, c'est qu'elle n'a pas fait ça. Et je trouve que voilà, tout ça aurait été vraiment hyper intéressant à réfléchir. Et en fait, je trouve que quasiment à la moitié du film, on tombe dans un film de mariage très convenu, avec des quiproquos, des twists, des machins, des histoires de tromperie. Je m'en fous. Et en fait, on renverse presque le sujet. Et à la fin, ça devient, est-ce que Zendaya va pardonner à Pattinson, au personnage de Robert Pattinson, plutôt qu'en fait vraiment répondre à cette question autour de cette révélation. Moi, j'aurais aimé qu'on construise vraiment le film comme une comédie romantique. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur le genre du film. Je pense que c'est une comédie romantique, mais moi, j'aurais aimé l'avoir plus construite quand même. Je trouve que leur meet cute, il est vraiment bien. Je l'achète vraiment. Et moi, j'aurais aimé voir Zendaya et Robert Pattinson dans cet amour, qu'on comprenne vraiment pourquoi il est amoureux d'elle, et les effets de cette révélation sur leur amour. En fait, tout se précipite très vite. Entre la révélation et le mariage, il n'y a que 3 jours, donc en fait, il n'a pas vraiment le temps d'interroger tout ça. Et je trouve que la temporalité du film est assez bizarre, je trouve. Il y a aussi une partie du film qui se fait en flashback, alors là ça va être difficile d'en parler sans spoiler, qui montre Zendaya plus jeune, adolescente, qui sont censés parler d'un sujet très grave et très important aux États-Unis, et je trouve qu'en fait il y en avait pas besoin. En fait, soit tu pars du postulat qu'elle a failli faire ça pour une raison, mais en fait je trouve que t'as pas besoin de nous montrer cet enfant un peu bully. C'est mal fait en fait. Soit tu le fais vraiment, ça psychologise le truc un peu. Ouais. Et je trouve qu'il y avait pas besoin. En tout cas dans ce film il y avait pas besoin. Soit vraiment tu prends ce sujet à bras le corps, soit je sais pas. Moi ces flashbacks je les ai trouvés vraiment hyper bizarres et ils m'ont rien apporté. Parce que en sachant moi le twist sans avoir vu le film, je prends ta place Rita sur ce truc, sur cette chronique. Il y avait quand même, en tout cas dans l'idée du film, un peu une étude d'une espèce d'inconscient violent américain. Mais de ce que tu décris, ça lui donne un peu une origine juste très particulière, très personnelle, très psychologique du personnage. Oui, et en même temps, non, je pense que le film veut essayer de parler de cette problématique très américaine. C'est un peu amorcé dans une scène, mais pareil, encore une fois, je trouve que ça très vite on dévie, comme si vraiment le réalisateur, il avait pas le courage un peu de cette ambition de son film. Voilà, moi je pense que j'aurais vraiment aimé voir creuser toute cette question que je trouve assez passionnante sur ce qu'on a fait enfant, qu'est-ce qu'on en fait adulte, en fait, comment on vit avec des choses hyper graves qu'on a pu faire enfant ou manquer de faire. Cette scène de dîner où chacun révèle des choses sur son passé, moi j'aurais aimé l'avoir plus longue, en fait, presque ça fasse un truc. Je crois que c'est Alban qui disait qu'il avait eu l'impression de voir un peu un festen. Moi j'aurais aimé que ce soit plus festen en fait, et qu'il y ait vraiment qu'on creuse beaucoup plus ces questions plutôt que ça tombe dans un film de mariage finalement assez commun. Alors Rita, toi, c'est assez intéressant parce que t'as beaucoup plus aimé le film, je crois, pour le coup, et t'es notre experte comédie romantique. Est-ce que pour toi, non, je pense que c'est une couronne qu'on partage. Non, moins que toi, je te la laisse, franchement. Maintenant, c'est les films corses. Comédie romantique. Et de divorce. Bah, tu vois, c'est l'autre pendant. Pour moi, c'est 100% une comédie romantique. De son début à sa toute dernière scène, c'est une comédie romantique qui respecte les codes de la comédie romantique et qui aborde un sujet. Alors, ce que je peux entièrement entendre, c'est que le film a un peu le cul entre deux chaises, entre cette comédie romantique et le sujet du retournement de situation que je savais avant d'aller voir le film. Par ailleurs, donc moi il y avait même pas. Ouais, moi je le savais, donc je me suis fait spoiler par TMZ. Non, par TMZ. J'avais l'impression qu'on avait hyper bien. T'as vu le même tweet, je pense que moi. Et non, mais pourquoi vous regardez TMZ? Non, mais en fait, c'est ça pop-up sur Twitter. Je vais essayer. En vrai, je peux ne même pas parler du sujet, et c'est parce que pour moi, ce n'est pas le sujet du film, et je pense qu'en y allant, en sachant déjà ce que c'était, en sachant la com un peu petit con de A24, en sachant, en ayant été un peu, il y avait des warnings sur ce réal dont je n'ai pas vu les films précédents, mais qui tous les gens que je connais n'ont pas aimé les films précédents de ce réal, qui est un peu un petit con dans sa manière de s'exprimer aussi. C'est un mec provoque, il est je ne sais plus d'où. Il est norvégien. Il est norvégien, c'est un mec qui veut dire moi je suis pas comme à Hollywood, mais qui prend 2 acteurs très hollywoodiens. En fait, toute cette démarche est très agressive et agaçante. Sachant tout ça, je suis allée avec l'idée que moi j'y allais vraiment pour les 2 acteurs-actrices parce que c'est des gens que j'adore et dont je respecte énormément la carrière. Ils viennent tous les 2 du cinéma populaire, l'une de Disney, l'autre de Twilight et de Harry Potter, de trucs sur lesquels on est condescendant et qui ont réussi à ensuite travailler avec des auteurs. Donc j'admire en fait ces 2 personnes-là. C'est une comédie romantique extrêmement drôle.
avec un sujet qui est vachement provoque, qui moi m'a fait rire en tant que personne extérieure à ce phénomène très américain. Et par ailleurs, c'est un film qui n'est pas à part égale du côté de Zendaya ou de Robert Pattinson, je veux dire de leur personnage. On est entièrement du point de vue de Robert Pattinson pendant tout le film. Et le film pose une question très simple pour moi qui n'est pas qu'est-ce qu'on pense de ce sujet-là et de ce qu'a fait Zendaya ou de ce qu'elle n'a pas fait justement, de ce que ce personnage a pensé à faire. On est du point de vue d'un homme qui pense connaître sa future femme, qui a un écart d'âge avec elle assez conséquent qui est vaguement abordé dans le film, qui a un écart... Ils ont quoi ? Ils ont une dizaine d'années d'écart. Une dizaine d'années d'écart. Ouais. Et ils ont le même âge dans la vraie vie que dans le film. Lui, il a 37 ans, elle en a genre 30 ou 28. Mais du coup, si c'est pas le sujet, pourquoi la moitié du film, c'est des flashbacks Attends, parce que mon idée, donc, c'est un film sur un couple qui n'est pas de la même classe sociale. Lui, il est anglais et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a un acteur anglais qui garde son accent et ça a un intérêt dans le film. Et c'est mentionné dans le film. Et on se rappelle que Robert Pattinson est anglais. C'est occasion. Et il est très poche, c'est-à-dire il est très bourgeois. Robert Pattinson et le personnage et l'acteur ont un accent anglais qui sous-entend une certaine classe sociale. Il a un métier conservateur de musée à un âge 38 ans qui est assez loufoque, en tout cas qui sous-entend qu'il vient de quelque part. Il parle plusieurs fois dans le film du fait que c'est ses parents qui payent le mariage, de plein de choses comme ça. La richesse est adressée dans ce film. Oui, écoutez notre focus de la semaine dernière. Complètement. Ce film pour moi montre donc ce mec-là qui est face à une décision, le mariage est dans 3 jours et qui a plein de conflits, et je pense que par exemple il n'aurait pas réagi de la manière dont il le fait si la révélation n'avait pas été faite à un dîner comme ça où la meuf était bourrée avec les potes, parce que c'est la réaction des amis qui crée la réaction de Robert Pattinson. Au-delà de ça, moi ce qui m'a vraiment sincèrement plu, c'est justement le côté donc les flashbacks qui sont encore une fois très provocateurs, avec un aspect humoristique, on en apprend de plus en plus, on comprend que c'est pas une narratrice à qui on peut faire confiance, pour revenir encore une fois sur le point Corinne Lucher de cette émission, en référence au film Les Rayons et les Ombres. Le personnage de Zendaya n'est pas une narratrice à qui on peut faire confiance. Fiable, ouais. Fiable, merci, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. C'est pas une narratrice fiable, donc en fait quand elle nous raconte les choses et qu'on les voit de son point de vue, et là la mise en scène change beaucoup, la photographie change beaucoup, on nous donne l'impression qu'elle vit dans le bayou, genre c'est hyper intense, mais elle ment. Elle ment complètement. Et puis un peu quand on nous montre ses parents plus tard, et ce qu'elle nous a montré de son enfance, c'est ce qu'on nous montre ensuite de ses parents, quand on est du point de vue plutôt omniscient, en recul, ou en tout cas de celui de Robert Pattinson, on voit bien qu'elle n'était pas si laissée pour compte que ça. On voit bien, et puis on voit bien aussi que Robert Pattinson, il se ment à lui-même quand il raconte à ses potes, il essaie de trouver justement une psychologie de pourquoi le personnage aurait peut-être pensé à faire ça, alors que c'est juste une adolescente. Et on voit bien au fur et à mesure du film que les Américains sont exposés à des images de violence qui sont sexualisées. Il y a un plan, et ça je pourrais le spoiler, parce que c'est pas vraiment un spoil, on a un plan de Zendaya en sous-vêtements sur le lit qui tient quelque chose entre ses mains, qui est extrêmement sexy. Et ce film nous invite à être à la place de ces Américains qui voient ces images de violence quotidiennement. Et évidemment que quand t'as 14 ans et que quoi qu'il arrive tout est déséquilibré, pas évidemment. Mais si il y a quelque chose qui fuck up dans tes hormones, c'est quelque chose qui peut s'inviter dans ton imaginaire. Et on voit que c'est l'esthétique de ça qui l'intéresse. C'est l'esthétique de se filmer avec. Et donc là, je pense qu'on comprend déjà un peu ce que j'essaie de dire. C'est un des sujets d'Euphoria en réalité. Hein. Complètement. Ça rejoint un peu ce truc-là dans Euphoria. Donc, mais ça pourrait être plein de choses que je suis en train de dire. Ça pourrait être de la drogue. Mais on peut peut-être dire qu'à partir de ce moment-là, on va spoiler. Voilà, à partir de maintenant, on va spoiler. Je pense que ça. Mais c'est même pas important en vrai. C'est pas le sujet du film. Je pense que tu peux quand même kiffer le film. En tout cas, spoiler, sautez 5 minutes. Rita, elle savait, elle a kiffé. Tu vois. Voilà, moi j'ai kiffé. Moi je savais pas, j'ai pas aimé. Voilà, et Félix, je le savais, il a détesté. Il va y revenir. Mais en fait, donc elle a pensé à 14 ans ramener un flingue, elle a ramené même un flingue, pas un flingue, un fusil avec elle à l'école parce qu'elle pensait faire une tuerie de masse dans son école. Et elle connaît des détails, genre à partir de 7 personnes c'est une tuerie de masse, en dessous ça l'est pas. Il y a plein de choses comme ça qui sont... Là tu rigoles parce que c'était drôle dans le film, comme je le dis, ça glace le sang, mais parce que le film le traite de manière comique. Et moi je l'ai vu dans une salle où tout le monde rigolait, où il y avait vraiment une ambiance de comédie romantique, encore une fois, avec un sujet odieux, parce que pour moi il essaie de normaliser ce sujet d'un point de vue extérieur aux États-Unis, et pour qu'on se rende compte à quel point c'est zinzin qu'on normalise un sujet comme ça. Je pense pas que le réel soit si intelligent que ça. Je pense que moi je j'ai vécu prête des intentions complètement, mais j'ai passé un bon moment, et puis surtout ça m'a fait vachement, non pas réfléchir parce que c'est des sujets qui sont tellement loin de notre réalité, et tant mieux. Mais moi ce que j'ai aimé, c'est que ça soit une vraie comédie romantique avec une alchimie entre les deux personnages, avec un Robert Pattinson qui fait un Hugh Grant débile, Hugh Grant sous coke, mais vraiment. Donc Hugh Grant en fait. Et Hugh Grant dans le film où il chante Pop Goes My Heart, Music and Lyrics, dont le titre français m'échappe. C'est n'importe quoi sa performance, et moi j'adore, il est presque camp dans ce film, donc je pense qu'il ne faut absolument pas y aller en pensant voir un discours intelligent ou intelligible sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Le comeback, merci. Sur les armes à feu aux États-Unis, mais dans tous les cas, moi je n'attends pas ça d'une fiction, j'attends ça d'un documentaire. Dans la fiction, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de nous donner un discours concret là-dessus. Ce que je vois par contre, c'est vraiment
deux performances incroyables, une comédie romantique qui m'a vraiment fait rire et qui à la fin je trouve est d'un romantisme extrême dans cette dernière scène. On l'a vu 100 fois cette dernière scène. Mais on s'en fout, là il y avait quand même un sous-texte zinzin derrière qui fait que cette dernière scène pour moi, et ça je ne spoilerai pas, mais cette dernière scène pour moi je l'attendais depuis le début du film. Je disais à la personne avec moi, tu vas voir, ils vont se retrouver là à la fin, mais ça me plaît quand même parce que de la même manière que dans une comédie romantique vraiment un peu débile, t'es content quand ils se retrouvent à l'aéroport, bah là t'es content quand ils se retrouvent dans cet endroit, et comment ils se retrouvent et cabossés, enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais pour moi c'est un film sur l'expérience du mariage et qu'est-ce qu'on dit, en quoi on fait confiance à l'autre, ou qu'est-ce qu'on décide de révéler ou pas à l'autre personne. Et c'est pas un film sur la régulation des armes à feu aux États-Unis. C'est un film qui utilise ça comme décor, ce qui peut être en plein de sens problématique, et je le comprends. Et je comprends que ce film puisse agacer ou même heurter les personnes qui sont touchées par ça. Mais au travers du personnage d'Alana Haim, on en parle aussi beaucoup. Superbe connasse de cinéma. Ouais, on adore cette comédienne. Et superbe visage. Ils ont tous des visages géniaux, ils ont tous des dents incroyables. J'ai noté des dents normales. Ouais, mais moi ça maintenant c'est mon truc au cinéma. Je suis contente de voir des vraies dents. Allez, focus dents au cinéma. Focus dents au cinéma. Les facettes. Donc voilà. Et moi, focus pour moi, autisme dans la perche aussi. pour moi, il faut aller voir ce film et pour se faire son avis, parce que même si on a une réaction, je pense qu'on peut pas être insensible à ce film, même si, et que nos matérialistes, on peut être insensible, parce que ce film va être beaucoup comparé à Matérialiste alors qu'ils n'ont rien à voir. On peut être insensible à Matérialiste et le trouver agaçant. Il est plutôt comparé à Ruben Östlund. Ouais, moi je trouve la Snow Therapy. J'ai jamais vu Ruben Östlund, pardon. Parce qu'il est norvégien. Juste avant Félix, je voulais juste dire que c'est les pays nordiques, quoi. Je ne regrette pas que le film ne traite pas assez du sujet de la régulation des armes à feu aux États-Unis. Je regrette que le film n'interroge pas assez les conséquences de cette révélation sur leur couple. Voilà, je trouve. Okay. Rita n'a pas l'air d'accord. Félix, alors j'ai envie de te demander dans quel camp tu te situes, parce que c'est quand même assez clivé cette affaire. Dans mon propre camp à moi. Parce que moi j'ai pas aimé le film. Après j'ai quand même rigolé de temps en temps. Enfin je trouve que j'ai pas passé. Ça fait rire. Bah en vrai il y a plein de les armes à feu. Bah oui non mais je veux dire en fait il utilise essentiellement cette question des mass shootings pour faire des vannes sur le fait qu'il y a des armes partout aux États-Unis et sur des mugs etc. et que Pattinson est terrorisé. Et il y a des trucs qui sont très drôles. Enfin je veux dire objectivement il y a des vannes qui sont drôles mais que je trouve très superficielles. Déjà j'ai commencé par là. Le malaise et le cringe, moi j'aime bien quand ça contamine vraiment le quotidien. Et c'est pour ça que j'adore le travail de Lars von Trier ou d'un certain Nathan Fielder. Et je trouve qu'en fait il y a des vrais parallèles avec The Curse dans la gestion du couple et des apparences et machin et trucs. Sauf que typiquement dans The Curse, moi ce qui me pulvérise de malaise, c'est qu'à chaque fois c'est vraiment extrêmement incarné à travers l'intimité des personnages. Et je trouve que malheureusement ici toutes les vannes et notamment essentiellement autour du mariage à la fin, ce mariage qui part en steak, c'est pareil, c'est un peu superficiel. Je trouve que on va balancer des personnages, on va un peu les humilier, mais on n'en fait pas grand chose. Et c'est là que je te rejoins Manon sur le côté. Je trouve qu'on n'interroge jamais réellement l'intériorité des personnages. Si ce n'est, enfin, on s'arrête un peu à une forme de superficialité de lui. Bah, en fait, il a l'impression que il connaît plus sa meuf, alors qu'en plus, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Ouais, donc ça, vraiment, moi, j'ai une vraie frustration parce que je trouvais que les personnages avaient du potentiel. Je trouve que l'idée est assez brillante. Enfin, je veux dire, même les 20 premières minutes du film, il y a un travail de montage qui est hyper intéressant sur comment il pose la mise en place des personnages. Il pose la relation et tout, c'est hyper chouette. Et puis d'un coup, le film du coup arrive à cette scène de dîner. Il balance cette espèce de révélation et je trouve qu'en fait moi personnellement j'ai l'impression qu'il aurait pu me raconter exactement le même film sans prendre justement les mass shootings, enfin les tueries de masse. Il aurait pu très bien avoir Zendaya qui a un passif violente ou en tout cas qui a eu des pulsions un peu de violence quand elle était enfant, qui a torturé un animal potentiellement. Exactement. Oui mais là elle l'aurait fait, là l'intérêt c'est qu'elle ne l'ait pas fait. Elle aurait pu y penser, enfin tu vois, genre tu peux écrire n'importe quoi sur je sais pas, elle faisait un focus sur le fait qu'elle l'ait pas fait, c'est que ça créer du dilemme parce que si elle l'avait fait, il n'y aurait pas de dilemme. Pour moi, c'est ça le nœud du film, mais en fait, on n'en fait rien. Est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un quelque chose qui n'a en réalité pas fait? Et en fait, en vrai, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que les mass shootings. Il prend ce sujet-là parce que c'est un marketing. Les mass shootings, c'est les tueries de masse pour les gens. Oui, pardon, effectivement, j'ai pas traduit. C'est les gens qui débarquent. Enfin, c'est Elephant de Gus Van Sant, c'est les gens qui débarquent. Félix, par contre, sur le truc marketeux, c'est surtout que c'est un truc qui arrive tous les jours aux États-Unis dans tous les collèges-lycées. Laisse-moi finir. Je trouve que c'est un truc de marketeux et je trouve que le film de manière générale est fait comme ça parce qu'il écrit ce scénario et ensuite il arrive à avoir Zendaya et Pattinson. N'importe qui se dit, ce n'est pas... Enfin, moi personnellement, je ne crois pas à ce que Zendaya, potentiellement dans sa jeunesse, ait pu provoquer une tuerie de masse. Surtout qu'elle le justifie en mode j'étais moche. Enfin bref, il y a vraiment que des trucs. Et d'ailleurs, ils vont caster une actrice qui est beaucoup moins belle, etc. Moi, je sais à quoi elle ressemble Zendaya adolescente. Elle ressemble pas à ça. Donc déjà, ça m'interroge, ça me questionne. Je trouve ça un peu chelou. Je me dis, mec, t'aurais très bien pu potentiellement enlever un peu ce sujet-là de ton film pour raconter peu ou prou la même chose sur les dilemmes moraux de tes personnages, ça aurait été super intéressant. Pourquoi tu veux absolument le mettre dans ton film? Parce que ça permet d'avoir toute une stratégie marketing sur, vous allez voir, il y a un sujet, machin truc, qui est un peu caché. Je peux me permettre aussi, je crois pas qu'il y ait beaucoup de
de tueries de masse qui soient commises par des femmes. Mais il y en a pas, c'est genre 2% ou 3%, c'est dit par le film parce qu'il est très mal à l'aise avec ça et qu'il le sait très bien. Évidemment, et en fait, tout ça m'énerve un petit peu parce que je sens le gars qui récupère ce sujet parce qu'il a l'impression que ça donne de la profondeur à son film. Sauf que pour que ça donne de la profondeur à ton film, il faut que tu le traites. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi, j'attends d'un documentaire de m'expliquer les choses, j'attends d'un film d'être un tout petit peu ancré dans la réalité à partir du moment où tu prends des sujets qui sont aussi omniprésents aux États-Unis et aussi forts. Et en fait, lui, il fait le parti pris que parce qu'il y a une espèce d'omniprésence des armes à feu partout dans la société américaine, Zendaya, elle récupère cette esthétique, elle trouve ça un peu cool, et comme elle est un peu bully au lycée, et bah du coup, elle a cette idée. Et le film sous-entend potentiellement que ça serait un peu dans la tête de n'importe quel Américain, et qu'en fait, combien d'Américains ne sont jamais passés à l'acte. Je trouve ça dégueulasse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui sont faites sur le sujet, on sait très bien qui sont les profils psychologiques des gens en fait qui font ça. Typiquement, il y a un documentaire français qui s'appelle La Cravate qui est sorti il y a genre 3 ans, je crois, qui suit en fait. Si tu spoil parce que c'est un reveal dans le documentaire. Oui, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la partie spoil de toute façon de cette émission, qui suit justement un gars militant RN qui a eu un passé néo-nazi et il se trouve que ce mec-là a failli faire une tuerie de masse. Et pourquoi ? Parce que justement, en vrai, la principale cause, c'est le système scolaire et c'est la pression, c'est la hiérarchie, c'est le rapport au prof, c'est l'ultra-individualisme. Enfin, il y a énormément de critères comme ça et genre, en plus, le film, il est découpé en deux parties. Il y a littéralement des parties avec justement Zendaya qui est ado. C'est hyper dommage, je trouve, de pas exploiter justement ce sujet-là et de vraiment essayer de me faire un personnage qui est ancré dans la réalité. Après, peut-être que ce que tu dis sur elle fantasme et tout, potentiellement, moi, j'avoue que j'ai pas vu ça du tout et comme en plus, on me montre avec un espèce de point de vue qui, je trouve, est relativement objectif sur ces événements, moi j'ai pas vu du tout ça, tu vois, et je vois plutôt un gars qui, au contraire, pour essayer de donner de la fausse profondeur à son film, récupère ce sujet pour essayer de vendre, tu vois, et de faire un peu le buzz, et moi ça me gêne, et c'est pour ça qu'effectivement il y a un côté Oslong, parce que Oslong c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il s'empare du sujet, en vrai il les traite pas. Comment ? On est sorti 5 minutes spoiler, donc vous venez toujours en spoil. Bon, je pense que ça n'a aucun intérêt. Revancez 2 minutes. Et puis allez voir le film, revenez après. Et parallèle à ça, je trouve qu'en plus, le film suresthétise, pardon, merci, les armes à feu, et en tout cas, parce que, évidemment, entre guillemets, c'est le propos du film, mais je trouve que c'est les seuls moments où il saute. Corinne, quand même. Oui, mais attends, justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je trouve qu'en fait, justement, il en fait rien, et qu'en fait, il y a une espèce d'esthétique clipesque, et on va me dire, oui, mais en fait, c'est les États-Unis machin, très bien, mais comment, en fait, c'est quoi les images autres justement que celles-ci qui sont dans le film ? Et bah c'est que des champs moyens filmés en poitrine sur les personnages. Il y a aucune tentative de mise en scène. Je trouve que toutes les tentatives de mise en scène, à l'exception des 20 premières minutes où justement il y a un montage hyper intéressant, ce n'est que clipesque. Et je trouve que du coup, il fait rien de ces images-là où typiquement Harmony Korine, moi personnellement j'aime beaucoup, parce que justement il fait quelque chose justement de cette violence et de cette vulgarité qui est ostentatoire aux États-Unis. Et là je trouve que c'est notamment, je pense que c'est la Spring Breakers dans sa filmographie. Bien sûr, de manière voilà, encore une fois très marquette. Donc c'est pas un mauvais film, j'ai passé relativement un bon moment, je trouve le film très vain. Juste, pardon, sur la partie flashback, parce que pour moi, c'est vraiment le crux du film où vraiment, si tu n'adhères pas à cette partie-là, je pense que même les parties comédie, tu te dis juste, ok, j'oublie parce que le reste m'a énervé. Sur les parties flashback, on la voit, là vraiment, je spoil. Sur la partie flashback, on la voit dans sa famille et dans sa maison, seule, dans des espèces de trucs très sombres, où elle a les pieds dans la gadoue et où elle tire dans un champ et d'un coup, genre, rien ne se passe comme prévu. Puis en plus, elle dit que c'est comme ça qu'elle a perdu Louis, qui est un truc, par ailleurs, une des scènes les plus romantiques du film, quand elle lui dit je t'aime dans l'oreille, adorable. Rien à voir. Mais en fait toute cette partie là où t'es en mode mais c'est super chelou, est-ce qu'il est en train d'essayer de dire que parce que si t'es moche d'un coup tu te dis que tu vas tuer tout le monde? Déjà juste j'aimerais revenir sur ce que tu dis, Zendaya qui n'aurait pas été moche à l'adolescence, tu n'as clairement pas vu Shake It Up, et ensuite l'actrice qui joue actuellement qui joue la version jeune, elle est sublime. Elle est super jolie. Elle est sublime. Tu peux très bien avoir une semaine où t'es moche, et surtout un truc dont on n'a pas encore parlé. Zendaya est une femme qui est à la fois blanche et noire, mixed race, métisse. Merci. L'actrice qui la joue jeune aussi. C'est le lycée dans lequel elle est. Il a l'air d'être de manière prédominante blanche. C'est un sujet où moi quand je l'ai vu tenter ça, j'étais là mais il est zinzin ce monsieur suédois d'essayer suédois hein norvégien. Putain, pardon. Ce monsieur norvégien d'aller traiter qu'est-ce qu'une femme racisée aux États-Unis fait face à la violence des guns. En vrai, il le traite pas, et heureusement, parce que je pense que ça aurait été un calvaire. Mais par contre, il montre des dynamiques quand même d'ethnie et de classe, je trouve. Quand cette petite, le harcèlement qu'elle subit, il est finalement très léger. Quand elle le raconte, son mec, il est un peu en mode mais elle t'a juste dit pousse-toi de mon chemin.
et justement, il ne veut pas psychologiser. C'est Robert Pattinson qui essaye d'ajouter de la nuance et de la profondeur à son discours quand il raconte à ses potes pour se justifier à lui-même que c'est ok et qu'elle est devenue violente parce qu'elle a vu un accident de voiture auquel elle n'a pas assisté. Et on nous remontre des images et c'est aussi ça qui me renforce dans mon idée que Zendaya ment beaucoup, que Robert Pattinson ment beaucoup, les personnages et dans ce qu'on voit à la fois dans les flashbacks, mais aussi quand le matin, quand elle se réveille et qu'elle imagine que lui, il est avec son pote qui lui dit quitte le pays, et après on va appeler la police, machin. C'est pas des vraies images. C'est toutes ces scènes qui sont justement très esthétisées et filmées de manière vaporeuse. Pour moi, ce ne sont pas des vraies images. Mais je veux dire, toute la partie, l'histoire de Zendaya, c'est comme vrai. Enfin, je veux dire. Mais ça, je suis pas sûre. Parce que et alors quand même pourquoi ça serait raconter vrai, ça non, je pense que ce qu'elle raconte est vrai. Je pense que comment elle nous le montre et les détails sont pas forcément vrais. Et typiquement quand elle d'un coup devient très engagée dans la lutte contre les armes à feu, il y a une scène où elle est dans le gymnase où elle se met à chialer devant sa copine. Est-ce que pour toi elle est sincère quand elle chiale à ce moment-là? Ouais. Bah moi aussi. Et pour moi, c'est vraiment un appel à l'aide et un truc du collectif et un truc de tout ce que tu viens de dire sur ce sujet-là qui t'intéresse. Pour moi, je le vois dans ces scènes-là. Ouais, moi je trouve que la psychologie est pas au niveau. Enfin, tu vois, je trouve qu'en fait, à la limite, potentiellement, elle se serait suicidée, cette meuf-là, tu vois, genre si je lui arrivais. Non, mais c'est vrai, mais elle fait pas une. Oui, mais quelqu'un lui tend la main. Elle a c'est pas le justement l'action fantasme collective. de la tuerie de masse. Moi, c'est ce truc-là qui me gêne. Enfin, en tout cas, on vous mettra pas d'accord ni sur ce que vous avez pensé du film, ni sur si Zendaya dit la vérité ou non. Dans le film, on vous encourage quand même à aller vous faire un avis a priori sur The Drama pour choisir votre camp entre Manon, Rita et Félix, puisqu'il y a 3 camps autour de cette. Non, moi je pense 100%. Il l'a beaucoup mieux dit que moi, mais je suis 100% d'accord avec Félix. ouais, la vie de Félix, c'est exactement. Eh ben, écoute, très bien. Est-ce que vous voulez que les gens aillent voir le film quand même? Oui, parce que comme j'ai dit au début de ma chronique, on passe un bon moment. Oui. Très bons acteurs et très bonne idée de base. Juste, tu enlèves. Tu mets un autre twist à la place de celui-là, le film. Je crois qu'Alban, qui n'est pas là, vous rejoint sur ce constat. On profite de The Drama pour faire un focus sur les films de mariage. On écoute le jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors effectivement, j'ai dit les films de mariage, c'est plutôt le mariage au cinéma et d'ailleurs aussi dans les séries. La cérémonie en fait. La cérémonie, parce que exactement. Le mot n'existe pas c'est wedding, pas marriage. Oui, c'est pas le mariage au sens de l'expérience du mariage, mais vraiment effectivement la cérémonie. Comme toutes les semaines, on vous a demandé sur Instagram quels étaient les films pour vous, les meilleurs films, ceux que vous préfériez, qui mettaient en scène des mariages. On a eu Palm Springs, Le sens de la fête, Voyage au bout de l'enfer, Le Parrain, Shrek, Les noces funèbres, The Drama, Le mariage de mon meilleur ami. 27 robes, Septembre sans attendre, 4 mariages et un enterrement, Garçon d'honneur, encore beaucoup de 4 mariages et un enterrement, mariage grec, Mélancolia et réponse Game of Thrones. Je pense qu'il s'agit de l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones, Les noces pourpres. Mariage grec, c'est Mamma Mia? Non, c'est My Big Fat Greek Wedding. Qui est un film ricain que je suis même pas sûr. Mamma Mia, c'est Mamma Mia. Il n'y a pas une Mamma Mia dans les réponses. Je suis même pas sûr que le film soit sorti en France en vrai. My Big Fat Greek. Si, je crois qu'il. Ah ouais. C'est un truc très culte aux États-Unis, mais pas en France. Et aussi, et c'est peut-être un bon point d'introduction, c'est que ce focus risque d'être parfois très américain. Oui. Parce que c'est la cérémonie de mariage d'une manière très théâtrale et très codifiée. C'est bien plus américain, en tout cas initialement, que français ou ailleurs. Si effectivement on a eu le Toledano et Nakash, Le sens de la fête, il y a quelques années, qui effectivement était une version française de ça. Le premier point sur lequel j'aimerais bien vous lancer, c'est que le mariage, la cérémonie du mariage dans les films, pour ou contre qui veut se marier ici, c'est souvent mis en scène et raconté comme un fantasme romantique. C'est aussi souvent l'espèce de point d'arrivée du film. Parfois c'est une arène, parfois c'est le point d'arrivée, mais en tout cas c'est un espèce de fantasme. Oui, tout le monde m'a regardé, bah top. Le fantasme du mariage, ça vient de la littérature, je pense initialement, parce que en fait, ou même ça vient de la mythologie de toutes les cultures, a fortiori dans les cultures chrétiennes. Personne n'a vérifié s'il y avait un mariage dans Gilgamesh. Il y a sûrement un mariage dans Gilgamesh. Je te laisse googler ça. Gilgamesh lui-même s'est marié. On va laisser les auditeurs répondre à ça. J'adorerais qu'il y ait le mariage de Gilgamesh qui soit un texte en tant que tel. Pardon. Je pense que si quelqu'un veut nous ouvrir une édition originale de Gilgamesh, en cunéiforme, moi sinon ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est what you said. Oui, la cérémonie de mariage, en fait, initialement on appelle ça l'hymen aussi. C'est quelque chose qui est censé rendre légal aux yeux de Dieu. Donc là, je rentre vraiment dans un truc très religieux. L'union entre deux personnes, le mariage comme notion romantique, justement, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité.
on va parler vraiment dans l'histoire chrétienne parce qu'en vrai c'est ce qui nous concerne pour tous les films dont on va parler, à part quelques films où le mariage est juif, je pense, ou à Bollywood, mais on va pas trop en parler. Les mariages au cinéma vont être des mariages chrétiens au sens très très intense et théâtral, où on va voir une femme descendre au bras de son père le aisle, le chemin. L'hôtel, vers l'hôtel plutôt. Donc il va descendre la nef d'une église en général. Ou exactement. En tout cas, rejoindre à l'hôtel son mec et ses copines qui seront habillées dans des robes similaires et toutes pareilles et très moches. Voilà. Je t'ai dit très cher. Non, j'ai dit couleur chair. Mais très cher aussi sûrement. Donc c'est cette idée-là qui est immédiatement convoquée par l'esprit, je pense, quand on parle du mariage au cinéma, parce que ça a été cristallisé par des décennies de fiction. Et le côté romantique, justement, dont tu parlais, Elisabeth, c'est parce que c'est censé unir deux personnes pour toute la vie, etc. Ça encore, c'est très récent à l'échelle de l'histoire. Par contre, à l'échelle du cinéma, justement, on se marie par amour globalement depuis à peu près que le cinéma existe. Mais c'est ce qui est intéressant, et il y a une sorte de forme narrative assez propre au cinéma là-dedans aussi, dans le fait que elle est à la fois aussi très théâtrale, dans le sens où il y a aussi beaucoup de pièces de boulevard qui parlaient on va dire, de demandes en mariage, de manière dont des personnages vont se tourner autour. Retournement de situation. Ouais, voilà. De mariage dans les adaptations, je pensais, il n'y a pas de mariage à proprement parler, mais par exemple, Oscar de Edouard Molinaro, qui est une adaptation de pièce de boulevard, t'as beaucoup, effectivement, cette espèce de logique-là de quiproquo autour puis même, en fait, on peut remonter même le bourgeois gentilhomme, ce genre de choses. En fait, le théâtre, initialement, parle beaucoup de mariage aussi parce qu'il y a la notion de gagner une classe ou de perdre une classe. C'est très économique, bien plus que romantique. En fait, le théâtre, c'est ça mon point, parle plus de ce qui vient avant. Voilà, il parle plus la décision en fait. De la décision de se marier, de vont-ils se marier, ne vont-ils pas se marier, mais généralement le mariage est la conclusion de l'histoire. C'est un acte notarial. Et ça, c'est la tradition française de la chose, je pense. Et il y a une pièce de Tchekhov qui s'appelle La demande en mariage, qui est une espèce de quiproquo de boulevard un peu sur cette notion-là, mais en effet, la finalité de l'histoire, c'est vont-ils se marier, vont-ils pas se marier. Cérémonie. La cérémonie, l'acte de se marier, en tout cas tout ce qui vient après et toute la dramaturgie qui se construit autour, en effet, elle est, je crois, assez propre au cinéma. Et ce qui est d'ailleurs c'est toujours assez intéressant, on en parle assez régulièrement, mais tu as une espèce de cadre hyper codifié dans lequel le public du monde entier, plus ou moins en tout cas à l'époque du cinéma hollywoodien hégémonique du début du XXe siècle, peut se projeter en disant voilà, ça se passe comme ça. À la fois, en effet, c'est une manière de faire marcher un fantasme, de faire marcher des contes de fées. Faire marcher le conte de fées, mais en même temps c'est une manière hyper simple à l'écriture de faire se confronter les illusions et les rêves d'un personnage à la réalité concrète d'un événement. Et du coup, ce conflit-là va créer une dramaturgie assez naturelle. Voilà. Et c'est même un fantasme qui s'entretient dans la vraie vie. C'est-à-dire que comme c'est comme ça que Hollywood met en scène le mariage, et les gens ont envie de faire la même chose. Et donc on arrive à des stades où les mariages sont de plus en plus codifiés partout. Et donc du fait du cinéma. Et c'est pour ça qu'on les voit de plus en plus aussi au cinéma, etc. Enfin, c'est un phénomène qui se nourrit, qui s'auto-nourrit. Voilà, et je parlais d'un genre très américain parce que on va reparler du Maroc, mais moi, ayant grandi dans un pays où les mariages ne se pratiquent pas du tout de la même manière, les premiers mariages auxquels j'étais exposée, c'était les mariages hollywoodiens de la télévision et du cinéma, et qui ensuite, quand je suis allée à un mariage marocain, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai eu la chance de faire un mariage marocain, effectivement, c'est assez différent. Mais ce qui est complètement fou dans le fait de se dire, mais je pense qu'on a un peu le même rapport au système judiciaire. Exactement. C'est des images mythologiques. En fait, tu sais exactement comment se passe un mariage américain, avec la répétition du mariage, avec les témoins, avec globalement toutes les étapes qui sont racontées par et même ce qu'il y a autour, la demande en mariage, bien sûr. Qu'est-ce qui peut se foirer, à quel moment on peut avoir quelqu'un qui fait dérailler le truc, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette union, toutes ces choses là, c'est comme le bâton comme tu le disais, le bâton du juge qui n'existe pas en France, ou c'est le objection votre honneur qui n'existe pas en France, et donc t'as même des gens dans la vraie vie qui disent objection votre honneur dans des cours de justice en France, ce qui n'a aucun sens et tout, enfin voilà. Manon. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est le fait que ce soit aussi codifié et avec des codes aussi identifiables très facilement de tout le monde, c'est ça qui en fait un terrain aussi de comédie très propice, parce qu'en fait c'est des codes qui sont hyper faciles à détourner. Et puis on a tous, et les personnages comme le public, des attentes très strictes, entre guillemets, très cadrées d'un mariage, et du coup juste en fait de déjouer ces attentes et de les faire dérailler, ça fait tout de suite des comédies assez faciles, je pense. Et surtout, tu vois, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que je me fais la réflexion avec quelqu'un qui a cité 27 robes dans les films, et il y a eu
effectivement beaucoup 4 mariages, un enterrement. Dans les deux cas, c'est des films dans lesquels il y a plusieurs mariages. Alors 4 mariages, un enterrement, c'est dans le titre. Et dans cette robe, l'idée, c'est qu'en fait, ça va être la 27e fois qu'elle est demoiselle d'honneur, cette fois-ci pour le mariage de sa sœur qui épouse en plus le mec qu'elle kiffe. Et du coup, il y a cette idée que les gens sont tellement entourés par cette espèce de fantasme que ça vient nourrir des trucs chez eux et qu'il faut qu'ils aient leur mariage à eux, qu'ils arrivent à cette finalité-là, parce que sinon, quelque part, ils vont être dépassés ou laissés de côté. C'est marrant d'ailleurs parce qu'ils en parlent un peu dans Matérialiste de manière assez frontale. La scène où c'est comment dire, c'est une scène de mariage qui est mariée par le personnage de Dakota Johnson, qui justement explique qu'elle se marie avec cette personne parce que ça lui donne l'impression d'être quelqu'un de bien, et qu'il y a aussi toute la mythologie autour du mariage là-dessus, parce que ça leur permet de montrer quelque chose de leur richesse et donc d'en rajouter sur leur statut, etc. Et c'est le point numéro 2 d'ailleurs que je trouve intéressant d'aborder, c'est que effectivement Erita le disait un petit peu, il y a quelque chose effectivement un peu de potentiel ascenseur social, en tout cas dans le mariage, ou en tout cas de possibilités d'évoluer. Je pensais à Orgueil et Préjugés qui est assez évident dans ce sens-là, où effectivement on va suivre le mariage de toutes les sœurs et notamment de la deuxième effectivement là-dessus, et c'est une famille qui elle tombe amoureux du château avant le mec en fait, tu vois. C'est vraiment l'Angleterre à l'ancienne. C'est la littérature austinienne, et il y a eu un certain nombre d'adaptations et dont d'ailleurs une qui doit avoir maintenant une vingtaine d'années, qui est celle de la BBC. Non, il y a celle de la BBC qui a plutôt 30 ans, je pense, qui date des années 90. Qui est iconique. Voilà, et toi tu penses à la version avec Colin Firth, mais qui à mon avis a plutôt 90. Mais j'allais dire, même, et là on parle de cinéma, pour le coup c'est pas français, c'est le film se passe en Turquie, si je dis pas de bêtises, Mustang, où il y a cette même logique où les sœurs doivent rattraper la réputation en les mariant les unes après les autres. Il y a ça dans Sofia Coppola aussi. Tout à fait. En fait, tout ce qui est héritier de Jane Austen, c'est ce qui va montrer le mariage comme un ascenseur social pour les femmes surtout, justement, qui se concentre sur les femmes, parce que historiquement le mariage a pu être une émancipation pour les femmes de manière assez accessoire et improbable, puisqu'elles ont pu accéder à une certaine forme de liberté par ça. Et le mariage... Par leur veuvage en général d'ailleurs, surtout. Aussi, voilà. Donc si tu épouses quelqu'un qui est riche et qu'il meurt, tu as de la chance. Je suis à bon entendeur. Mais ce à quoi je veux arriver avec ce point très, très alambiqué, c'est que le cinéma se concentre sur le mariage, est généralement beaucoup plus conservateur à cet égard-là, comme les comédies romantiques ont tendance à l'être, parce qu'elles admettent l'idée que, en fait, on ne finit le film que sur un mariage, et donc l'aboutissement, ça sera le mariage. Et le mariage heureux. Mais en fait, on voit jamais ce qui se passe pendant le mariage, la relation, mais on voit ce qui se passe pendant le mariage, l'événement. L'événementialisation du mariage et l'ampleur que ça prend, à quel point ça enfle, et comment est-ce que ça devient un événement qui met en jeu beaucoup d'argent, encore une fois, parce que l'argent est indissociable de ce concept-là. Comment est-ce que tu dis, mais là on a déjà les 300 invités, on a tout commandé, on peut pas annuler le mariage, c'est demain. Et c'est aussi le principe de beaucoup de films qui se passent pendant un mariage, de dire mais qu'est-ce qu'on va faire, il manque le marié, il a fui, et il y a des gens qui ont voyagé pour être là, il y a des enjeux tellement beaucoup plus grands que juste unir deux personnes. Et c'est aussi le cas, il y a quelqu'un qui citait Le Parrain ou Voyage au bout de l'enfer, où pour le coup il y a même un contexte autour qui rend en fait un enjeu autour de cette cérémonie-là. Mais on parlait d'ascenseur social, il y a aussi la question évidemment de l'hypocrisie là-dedans, ou en tout cas du côté effectivement pourquoi on épouse quelqu'un. Voilà, très. Mais moi, c'est un truc auquel, en réfléchissant à tous les exemples de films de mariage que j'ai pu voir, en fait, c'est des films qui, en effet, vont utiliser le contexte du mariage pour faire une satire, soit d'un certain type de personnalité, soit on va faire une sorte de fable un peu sociale, souvent une femme qui a un peu moins d'argent qui va épouser la famille d'un mec avec plus d'argent. En tout cas, tous ces enjeux-là sont beaucoup questionnés, en tout cas sont beaucoup mis en scène, souvent de manière satirique et critique. Mais j'ai en tête assez peu de films qui remettent en question l'institution même du mariage. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de notion de, en fait, l'étape du mariage, elle est, on va dire, convenue, tout le monde passe par là, et finalement, une fois qu'on y est, une fois qu'on a tout prévu, une fois que tonton machin et tati truc, elles ont pris des avions pour venir de 300 km, ça devient un problème parce qu'on se pose des questions sur notre vie. Mais finalement, en tout cas, dans ton imaginaire, dans ce que dans les films auxquels j'ai pu penser, j'ai trouvé presque aucun exemple de film qui remettent en question le mariage à la racine en se disant, en fait,
fait, on va peut-être pas le faire. Mamma Mia, j'allais dire, il y a un contre-exemple qui est Mamma Mia dans lequel ils se marient pas, et il y a un autre contre-exemple que moi je trouve intéressant qui est dans Grey's Anatomy, je parle sous ton contrôle Rita, mais qui sont Derek et Meredith, où il y a à un moment donné une planification de mariage et finalement ils décident de faire un mariage post-it entre eux, et moi j'ai trouvé ça hyper romantique et beaucoup plus extrêmement romantique et beaucoup plus intéressant que si c'était marié. T'as un mariage un peu comme ça aussi dans Parks and Rec. Oui. Mais au-delà de ça, il y a assez peu de films qui, je crois, interrogent l'existence d'un couple. Ou alors Mélancolia, mais on est dans un autre angle. On en parlera après, mais qui interroge l'existence d'un couple au-delà de cet événement. Pour une raison, à mon avis, pour une raison simple, c'est que c'est souvent des films américains. C'est souvent des films qui se passent dans la manière dont les Américains ont l'habitude de traiter ça. Les Américains ont tendance à se marier beaucoup plus que nous, en fait, et même plus tôt, et plus jeunes. Il faut comprendre aussi que c'est une société qui est beaucoup plus religieuse aussi que la nôtre. C'est conservateur, en fait, donc en fait, de voir le film. C'est protestant en plus. Protestant en plus, donc qui admet de manière depuis plus longtemps, en tout cas, le divorce, et qui du coup ont tendance, à vraiment considérer ça comme une étape importante dans la vie. Alors je pense que ça se remet de plus en plus en question, mais dans l'absolu, tu vois, pas tant que ça en fait. Je pense que clairement c'est une espèce d'américanisme, tu vois, autour de ça, du fait que c'est très important de se marier, on va faire une grande fête, on va faire un truc. Il y a les petites filles qui en rêvent, tu vois, les mariées qui en rêvent depuis qu'elles sont petites filles. Oui, justement, c'est un truc qui nous paraît un peu plus étranger. Mais désir-là, il est assez peu remis en question par les films. C'est-à-dire que ce désir initial, vas-y. Bride Wars, Meilleurs ennemis. Comédie de studio avec Anne Hathaway et Kate Hudson, film fondateur très de bon film. Excellent film sur deux meilleures copines qui depuis qu'elles sont enfants veulent se marier, elles ont rien à foutre avec qui elles veulent se marier, et ça c'est un fil conducteur, et justement c'est pas tant remis en question aujourd'hui. Si tu es sur TikTok, tu vois des femmes qui entre 25 et 30 ans veulent absolument se marier, et une fois qu'elles y sont, en fait les photos du mariage on voit presque pas le marié. En fait la question c'est un des trucs les plus égoïstes que les femmes puissent faire, et ce que je trouve zinzin parce qu'après elles vont faire la chose la moins égoïste, c'est-à-dire faire des enfants. Donc mais c'est le côté se marier avant avoir toute l'esthétique du mariage. Le mec qui y est, c'est pas très grave, voilà. Et d'ailleurs, en sortant un mariage, les gens toujours si la mariée était jolie, le marié. Voilà, ça c'est un autre problème, ça c'est la faute des hommes. Qu'il est moche. mais ce que je veux dire par là, c'est que donc ce film-là construit ces deux petites filles comme étant des femmes qui veulent, genre dès l'enfance, elles jouent à se marier ensemble. Moi, j'aurais préféré qu'elles finissent lesbiennes ensemble, mais c'est un autre sujet. Et pendant le film, Hollywood n'était pas prêt. Pendant le film, elles vont devenir zinzin parce que elles veulent se marier au Plaza toutes les deux, et il y en a une qui se fiance et l'autre pète un câble et veut se fiancer aussi la même semaine. Elle est en mode je veux pas du retard sur elle, alors que c'est sa meilleure copine. Et ensuite, quand elles décident quand elles trouvent leur date, leur wedding planeuse se foire, et en fait elles ont la même date de mariage, et donc il faut qu'il y en ait une qui abandonne le Plaza et aucune ne veut le faire, donc elles ne sont plus amies, elles sont en compétition. Et pendant une partie du film tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, ce film devient misogyne, il y a une compétition entre deux femmes qui veulent se marier. C'est une époque où à Hollywood on prenait beaucoup de coke, non? Non mais c'est 2009, c'est extrêmement misogyne Hollywood à cette époque-là, mais l'aboutissement du film c'est justement qu'elles vont aller tellement loin dans leur délire qu'il y a un des mecs qui va quitter sa meuf et qui va dire mais qu'est-ce qui se passe, et la remise en question à la fois du concept du mariage, à la fois de comment est-ce qu'on se marie à l'américaine et à la riche aujourd'hui, et à la fois de qu'est-ce qu'on fait de nos amitiés une fois qu'on se marie, est vraiment ultra moderne, et le film aspire à ne pas faire reproduire ça. Et tu vois, à l'époque il y avait Very Bad Trip pendant masculin, tu vois. Oui. Bon, moi j'ai l'impression que cette remise en question de l'institution, en fait effectivement j'ai pas non plus d'exemples vraiment concrets dans des films, mais j'ai l'impression que ça passe par autre chose. Ça passe par le fait que maintenant les films de mariage un peu premier degré, il y en a quasiment plus. On est toujours obligé de mettre une petite couche de cynisme, CF The Drama, dans les films de mariage, comme s'il y avait un truc t'en as 50 000 par an sur Netflix quand même, des films de mariage très... j'ai l'impression que maintenant quand on parle de cette institution premier degré, en tout cas cette cérémonie, il va y avoir une petite couche de cynisme qu'on vient mettre dessus, et qu'en fait peut-être ça passe par là en fait cette remise en question, je sais pas. Pour le coup, Matérialiste parle un tout petit peu de ça. Oui, complètement. Parce que c'est un film récent, c'est une réalisatrice qui est pas américaine, donc je pense qu'elle a aussi un regard. Mais qui a une conclusion que je trouve catastrophique par rapport à son propos d'origine. Je suis pas d'accord, parce qu'en fait, je trouve que typiquement. C'est un film que j'ai détesté. Je trouve que typiquement dans ce film-là, il est question de détruire en fait justement cette institution que représente le mariage pour aller sur juste une espèce d'assurance entre deux personnes. Ouais, exactement. Et je trouve que du coup, c'est complètement le propos du focus là. Enfin, tu vois. Non, mais c'est pour ça, ce Matérialiste était intéressant par rapport à ce sujet par ailleurs. Et
en fait, tout ça, c'est des dynamiques de studio parce qu'évidemment, vous allez tous, je suis sûre, nous envoyer des messages en nous disant mais tel film, qui se font dans des cadres hors studio. Là, ce dont on parle, c'est une dynamique industrielle en fait. C'est un genre de cinéma qui est de fait industriel parce qu'il est fait pour que les gens aillent le voir en salle ou en tout cas à la maison, mais en tout cas qu'ils voient les films et que ça fasse de l'argent. Et c'est aussi l'intérêt, c'est que tu peux pas détruire l'église, le ciné, le mariage et je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre de. Oui, non, c'est sûr. La famille, voilà, travail, famille, patrie. Quand t'as envie que les familles aillent le voir au cinéma. Exactement. Oui, Donc déjà il y a de ça. Et en plus, moi je trouve fascinant que dans cette dynamique-là, t'es quand même des gens qui essayent d'installer certaines idées qui puissent être un peu plus modernes que les autres. Pour moi, c'est des films, et je vais revenir à un truc que je dis très souvent, mais tu ne peux pas, si tu les rates un peu, si tu les fais avec cynisme, et je pense que Matérialiste est un faux cynique, un faux film cynique, parce que c'est un film qui, et on peut détester ça, et je comprends pourquoi, mais c'est un film qui installe pendant tout le film l'idée qu'il faut se marier il faut faire un bon mariage, qui est un concept très 19e siècle et qui revient à la mode, faire un bon mariage pour avoir de l'argent, pour être dans une bonne situation, et qui renverse ton film à la fin. Et Céline Song, quand elle en parle d'un point de vue marxiste, limite, dans ses interviews, de pourquoi elle a fait ça. Yuri, tu peux relever tes yeux jusqu'au ciel et à la planète. On va pas redébattre. Je n'ai rien dit, justement. Non, mais on peut détester le film, mais l'intention de la réalisatrice, en tout cas, c'était ça. Et je pense que c'est aussi pour ça, et j'en parle quand je vous parle de comédie musicale ou de toute autre chose, c'est qu'on peut pas faire des genres qui sont profondément romantiques, au sens littéral du terme, au sens hugolien du terme, presque, en mettant dedans du cynisme petit con. C'est pour ça que pour moi, bizarrement, le drama n'est pas un film de petit con, même si le réel a l'air de l'être. C'est un film romantique quand même. Moi, je trouve que c'est une série en l'occurrence qui a adressé ce sujet de la façon la plus moderne et le mieux sur la question de cette institution et combien elle coûte, notamment la question de l'argent. Et c'est Sex and the City, c'est un épisode où Carrie se fait voler ses pompes et sa pote veut pas lui rembourser. Elle lui dit non mais t'as qu'à pas t'acheter des pompes à ce prix-là, et elle lui dit mais tu te rends compte tout l'argent que j'ai mis moi pour être ta demoiselle d'honneur, ta témoin, ta machin, organiser ton VJF, puis la baby shower, puis le machin. Oui, après elle vient sur le sujet des enfants, mais qui du coup n'est pas notre sujet là, mais je trouve que vraiment, moi ça avait vraiment blow my mind cet épisode de vraiment quelqu'un qui parle en fait parce que la copine lui répond du prix quand tu te seras marié, évidemment que quand tu vas te marier on va te faire la même chose. Mais elle lui dit mais si je me marie pas, elle dit imagine je me marie pas, et c'est un truc de se marier. Nous on a exactement l'âge dans la pièce là, on est entre 25 et 35 ans. On a d'ailleurs un fiancé autour de la table. 35 ans il y a quelques années quand même. Oui, bon, toi, je t'ai fait un clin d'œil. 35 ans plus 4. 35 ans plus bientôt 5. Ok. 40. On a entre 25 et 40 ans cette année, et donc on est pile dans l'âge où à Paris les gens se marient et se fiancent. On voit bien que les cagnottes d'anniversaire, les cagnottes de VJF, les cagnottes il faut aller faire le VJF à la campagne ou potentiellement à Mykonos ou je sais pas où, puis ensuite le mariage, le cadeau du mariage, le train pour y aller, le logement là-bas, c'est des choses qui enflent. L'industrie du mariage est en train de devenir de plus en plus onéreuse. Et moi je rêve d'un film qui parle de ça quoi. Laurent qui est en plein dedans. Écrivons-le. Il y a un film qui parle un peu de ça, c'est quand même Le Sens de la fête, où je trouve que là revenons du côté français. On est du point de vue du personnage de tu l'as vu, tu sais? Non, je l'ai pas vu. On est du point de vue de Jean-Pierre Bagri, qui du coup est un équivalent wedding planner. Enfin, c'est quelqu'un qui organise des mariages et qui travaille dans l'événementiel. Qui d'ailleurs, je crois la première scène du film, c'est il se prend la tête avec un couple qui veut négocier le prix du mariage, et il finit par qui est une scène incroyable. Et en fait, il les écoute direct et il finit par péter un câble en disant dans ce cas-là, très bien, en fait, on fait ça, on fait à votre prix, puis on met des assiettes en carton. Et c'est moi qui viens faire le numéro et le prêt. Il le dit avec beaucoup plus de sérieux que toi, ce qui rend la scène folle. Ce qui rend la scène hyper drôle, puis c'est Bakri, donc c'est beaucoup plus drôle. Et en face, tu as Pauline Clément et Sébastien Poudrou, je crois. Oui, exactement. Et en fait, pour le coup, je trouve que c'est un film qui démonte un peu étape par étape, c'est-à-dire que le couple, et notamment le personnage quand même de Benjamin Laverne, qui tient absolument à faire un numéro dans lequel il s'envole, etc., pour impressionner sa femme, c'est un type absolument odieux. Qui, on peut le dire, un theater kid. Oui, un enfant du théâtre, un fan de comédie musicale. Un fan de comédie musicale. Voilà, oui, le personnage d'un fan de comédie musicale qui veut faire son numéro. Et ça donne d'ailleurs je trouve une très jolie scène. Mais ça donne une très jolie scène. Et en fait, le film, et je trouve que c'est pour le coup, c'est le bon côté de la filmographie de Tomoe Nakash, c'est-à-dire que c'est très drôle et en même temps, c'est super triste quand même. Mais en tout cas, le film est du point de vue de ceux qui organisent le mariage et de cette espèce d'hypocrisie, de débauche de thunes et de quand même de méchanceté qu'il y a derrière, parce que vis-à-vis de la mariée, je crois que c'est du staff, évidemment, de manière
extrêmement violente, mais aussi vis-à-vis, je crois, il me semble qu'il y a la mère d'un des, je sais plus, c'est le ou la mariée qui prend excessivement cher dans le film. Enfin, en tout cas, ça raconte l'espèce de, enfin, toute l'hypocrisie qui est autour. Et c'est peut-être là un peu le dernier point, c'est-à-dire le chaos en fait que génère les mariages. Alors, on parlait dans un autre versant qui n'a rien à voir de Mélancolia, qui met en parallèle un mariage et quand même la fin du monde. C'est ça, Mélancolia ? Ah bah oui. Ah ouais. Ouais, c'est un mariage et la fin du monde. Et bah, regarde-le. Il y a quelque chose, en tout cas, de quasi crépusculaire dans un film de mariage. J'aime bien le grand écart qu'on fait entre le sens de la fête et Mélancolia, où vraiment d'un côté il est cohérent dans ma tête, mais tu as l'aspect extrêmement comique, bordélique en effet de ça, mais par le coup Mélancolia est un vrai film de mariage qui va juste utiliser ce contexte pour révéler toute la noirceur de ces personnages. C'est pour ça que je fais un parallèle, c'est que c'est exactement ça. Le mariage, la cérémonie encore une fois de mariage, c'est un événement qui est, comme on le disait, très codifié, qui sous-entend un film de genre. Et un film de genre au sens une comédie, un film d'horreur, un film, quelque chose où on peut reconnaître les ficelles et qui peut être considéré comme un sous-genre par la littérature blanche, par le cinéma d'auteur, mais qui pour autant est très difficile à faire et quand c'est mal fait, tu le vois tout de suite. Et pour moi, la cérémonie de mariage fait partie des meilleurs catalyseurs de comédie. Parce que c'est un moment où tellement de choses peuvent foirer et tellement de gens s'attendent à ce que ça foire que c'est quand même déjà très jouissif de voir les choses foirer, de voir qu'est-ce qui va foirer et c'est jamais ce à quoi tu t'attendais, et surtout c'est extrêmement attendrissant les moments où tu rattrapes et que ça crée de jolis moments quand même dans le chaos. Et il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est qu'on fera un jour un film un focus divorce pour Manon qui adore ça, ou comédie de remariage. Mais je pensais à un truc, et toi, et je pensais à un truc qui est assez intéressant, c'est que je me fais la réflexion qu'on parlait de 4 mariages et un enterrement, qui raconte 4 mariages et un enterrement. Il y a aussi Serial, non mais en fait, et je vais mettre en parallèle avec Serial No Sir, donc Wedding Crashers, parce que plein de gens le connaissent par son titre original, dans lequel c'est des personnages c'est 2 amis qui s'invitent dans des mariages pour pouvoir pécho, globalement. C'est des picassiettes. Et puis ça va jusqu'à un enterrement, et il y a souvent aussi, jusqu'au fait de faire picassiettes et d'aller pécho des meufs dans des enterrements, et il y a souvent, c'est-à-dire que c'est le moment où t'es censé être le plus joyeux de ta vie, et donc effectivement le contraire absolu, c'est le moment où t'es censé être le plus triste de ta vie, c'est un enterrement. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces 2 films, les 2 finalement sont pas si différents. Complètement, parce que c'est encore une fois des événements qui sont très codifiés, où tu vas voir des gens que t'es pas censé voir tout le temps, et les hommes portent la même chose aux 2. Donc c'est et moi ça me fait penser à un autre film, juste un petit collant en noir. Complètement. Why not? Il y a un film qui s'appelle en français Sex List, en anglais What's Your Number, avec Chris Evans et Anna Faris, que je tiens très, très cher dans mon cœur, et je crois que c'est pas la première fois que je vous en parle ici. Non mais le concept est quand même... Le concept... On peut parler juste de la traduction du titre. Oui, alors elle est super, parce qu'en fait le S est entre parenthèses. Ça a du sens. Le S est entre parenthèses, c'est sexe et ex list à la fois, et c'est très logique puisque le film c'est Anna Faris qui lit d'un article de Marie-Claire, par ailleurs, le magazine, qui dit que la plupart des femmes, la moyenne c'est 10 partenaires sexuels dans sa vie, et que si tu dépasses les 20, il y a beaucoup de chances que tu trouves jamais ton partenaire sexuel. C'est pas si tu dépasses les 10, c'est 20? La moyenne c'est 10, et si tu dépasses les 20, tu vas jamais trouver l'amour pour de vrai, mais on s'en fout. Mais juste, et le film je suis perdu, donc cinéma d'un coup. Moi je suis hyper content qu'on utilise Marie-Claire comme une source, tu vois. Mais justement, et le film, il y a une hyper bonne blague où quelqu'un dit c'est qui les scientifiques qui ont fait, qui sont les gens qui ont fait cette étude, parce que ça me semble être fumeux. Jordan Peterson, genre. Et elle répond les très sérieux scientifiques de Marie-Claire, en fait. Et vu que Marie-Claire c'est français, elle dit Marie-Claire, et donc c'est très drôle. Mais le concept c'est que du coup elle doit aller et en fait elle va repécho tous ses ex, enfin elle va essayer de repécho tous ses ex, parce qu'elle se dit que dans les 19 il y en a forcément un qui est bien. Bon, on s'en fout, mais en parallèle de ça, sa sœur se marie, donc et c'est le point que j'essayais de faire, c'est que l'amour n'est pas là finalement. C'est vrai, c'est que le film montre comment est-ce qu'un mariage peut créer des tensions, surtout chez les femmes. Un mariage dans ton entourage, surtout si c'est, en l'occurrence c'est sa petite sœur, donc elle se sent très en retard, comme dans 27 robes. Exactement, ça crée le truc de est-ce que je suis au point où je suis censée être dans ma vie. Et en fait, un mariage, généralement les gens qui se marient, c'est pas le personnage principal, c'est plutôt les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, en fait les personnes autour qui font un point sur leur vie et sur leur mariage s'ils sont mariés, ou sur leur célibat généralement, ils profitent, ou en tout cas c'est à leur dépens que se fait ça, ils profitent du mariage pour se dire mais attends, est-ce que je suis à l'heure, qu'est-ce que je dois faire différemment, et généralement ils pètent un câble. Un point sur la vie. Et c'est un point sur la vie, comme un enterrement peut l'être, un enterrement qui remet les pendules à l'heure, où tu te dis merde, la vie ça s'arrête. Un mariage c'est merde, il faudrait que je commence ma vie peut-être. Et avec la petite, on va dire la petite aussi différence des films dans lesquels on doit entre guillemets empêcher quelqu'un de se marier. Il y a le témoin amoureux, mais dans Serial No Sir c'est aussi ça, il tombe amoureux de la future mariée. Et il y a le terrible le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts. Oui. Ce film est
cursed, genre il est maudit. Si vous regardez ce film, Julia Roberts, j'arrive pas à croire qu'elle s'en soit sortie, sachant que dans la vraie vie, elle a vraiment brisé plusieurs mariages. Elle a notamment annulé son propre mariage 3 jours avant pour partir avec le meilleur ami. C'est pas une blague. En vrai? Ah ouais, elle est toujours mariée avec lui aujourd'hui, ça fait 20 ans. Mais oui, ils ont 3 enfants et tout. La perche est dans le gossip. La perche est dans le gossip. Un film ou une série de mariage à recommander, Laurent? Je crois que mon préf, ça reste Wedding Crashers. Serial No Sir, mais je pense que franchement, j'ai adoré. Alors je l'ai vu pour la première fois là, récemment. Ce film est zinzin. Je l'ai pas vu mais depuis c'est zinzin. hyper longtemps. Moi, j'ai trouvé ça méga drôle. J'avais adoré. Mini petite dédicace au fait que quand même c'est à l'époque où il y avait des vidéoclubs quand j'étais ado, c'est le mec du vidéoclub où je suis arrivée et j'ai dit je veux un film drôle et il m'a dit prends ça. Merci à lui. Manon. Moi, c'est Bridesmaid, Palm Springs, mes meilleurs amis. Et pas Palm Springs. Qu'est-ce qui se passe? La boucle temporelle dans le film de mariage. Oui, c'est super, mais Bridesmaid, c'est vraiment ma comédie préférée, tout genre confondu. Enfin, je trouve ça absolument exceptionnel, que des actrices exceptionnelles. C'est plutôt un film sur sur l'amitié et sur les témoins, quoi, enfin les jeunes filles, les demoiselles d'honneur, et sur l'organisation de qui fera le meilleur RVGF, tout ça. Et c'est tout ce qu'on disait, toute la comparaison et toutes les remises en question que tu fais. Et un casting zinzin. Casting de fou. Voilà, moi, c'est vraiment mon film préféré. Yuri. Alors, je vais citer 2 trucs. Je vais chercher déjà le titre français de ce film-là. Mais déjà, film soviétique des années 60 où le mariage est interdit. Non, pas du tout. C'est alors j'ai une scène de mariage que j'adore qui est dans In the Air de Jason Reitman avec George Clooney, qui est une des scènes de mariage les plus touchantes et tristes et drôles à la fois que j'ai vu. Et non, le film auquel je pense, c'est un film de Vincent Minnelli, qui est un film des années 50 qui s'appelle en français Le père de la mariée, Father of the Bride, en anglais, qui a eu droit à 54 milliards de remakes. Mais si vous avez l'occasion de voir le film original, c'est un bijou de mise en scène de comédie justement et justement de mise en scène de comédie visuelle, et qui va utiliser tout le décorum du mariage comme un vecteur de gag. Voilà, c'est très drôle, on s'amuse. En vecteur de gag. Non mais c'est vraiment genre les mecs qui pérorent sur l'humour, quoi, genre pourquoi c'est drôle. Moi, Sexlist, justement, What's Your Number, c'est un film que quand j'avais 14 ans, je l'ai vu, et c'est pas une blague, je pense que je l'ai vu tous les jours avant de dormir pendant 1 an, donc je le connais par cœur, et j'ai forcément une sympathie pour ce film que je trouve sincèrement drôle, et Chris Evans, mon éveil sexuel, je pense, et Anna Faris aussi, cela étant, et par contre Anna Faris aussi dans ce film-là. Ceci étant, je pense aussi à Anora, qui est un de mes films préférés de ces 10 dernières années. Je voulais le mentionner, ouais. Même et si Anora pas beaucoup de films perso, mais qui pour moi est un film génial, et qui en plus, au sens génie du terme, et qui en plus se permet une scène de mariage qui sur le moment est extrêmement romantique, et puis ensuite passe tout le reste du film à détricoter cette scène. Qui est une scène à Las Vegas. Alors Las Vegas, on fera un focus Las Vegas un jour. Mais qui est une scène de mariage à Las Vegas. Franchement, c'est toute la dégueulasserie de cette ville, quoi. Le jour où on aura assez de thunes pour tous partir à Las Vegas. Mais Anora est probablement un des films récents qui remet le plus en question complètement c'est hyper le fantasme. C'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Mais après qu'il le remet dans un parallèle de vie américaine de manière générale. Mais c'est un film hyper intéressant. Après, c'est américain. Franchement, en France, les mariages, moi, j'ai pas encore tout compris, vos histoires de vin d'honneur et tout, mais je ne vois pas de... Comment ? Tu vas découvrir ça. Je ne vois pas le même, à part dans le sens de la fête, mais parce qu'ils le font très à l'américaine et très théâtralement. En France, on fait ça de manière de plus en plus, en tout cas. Mais c'est ça, mais c'est récent, et je suis très curieuse de voir le cinéma français s'emparer de ça. Félix ? Moi j'ai pas vu énormément de films de mariage. Je sais contre. Je sais, voilà, exactement. Non, je sais qu'il y a un segment du film Les Nouveaux Sauvages qui se passe dans un mariage qui dégénère, et je trouve ça beaucoup plus marrant et fou que pour le coup typiquement la dernière partie de drama. Et enfin sans revenir dessus, c'est juste si vous voulez voir des mariages qui dégénèrent, ça c'est rigolo. Et sinon il y a une scène assez géniale dans The Beach Bum d'Harmony Korine avec Snoop Dogg qui anime un mariage, et il est complètement, enfin il était vraiment défoncé sur la scène. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, comment veux-tu qu'il soit autrement? Bien sûr, et le mec joue un personnage qui s'appelle, je sais plus le nom, et en fait il y a quand même marqué Snoop Dogg sur son smoking parce que le mec voulait s'habiller comme ça. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça c'est rigolo. Voilà. Et personne n'a cité Rabbi Jacob? Non, je sais pas si ça compte dans les films de mariage. Ça compte? De ouf. Bon alors va pour Rabbi Jacob. J'hésitais entre ça et 4 mariages à interment, parce que moi 4 mariages à interment, je trouve que c'est très bon film aussi. Très bonne comédie et une mauvaise comédie romantique, parce que je veux pas que le couple se mette ensemble quand je regarde le film, ce qui est un problème. Je suis pas d'accord, j'aime pas ce film à cause de ça. Moi j'adore le film parce que par ailleurs je le trouve amusant, mais je trouve que voilà, c'est une bonne comédie, une mauvaise comédie romantique, mais je crois que je préfère dire Rabbi Jacob. Le reveal des cheveux roux de la meuf qui je crois s'appelle Shoshana dans Rabbi Jacob, c'est
peut-être la plus belle chose. Rabbi Jacob, moi c'est un de mes films préférés. Mais j'adore ce film. Rabbi Jacob. Focus du coup Funès peut-être. Focus de Funès, je vois pas ce qu'il aurait comme actualité en fait de nos jours. Et tout de suite Super Mario. Et bah tout de suite. Focus. Enfin, tu vois, film inspiré de l'affaire Ben Barka, j'en sais rien, genre avec l'attentat d'Yves Boisset. Oui, avec, là on ouvre une page qu'on est tout de suite Super Mario de refermer. Mais je parlais dans mon intro de mariage qui dit mariage à 3. On va écouter la bande-annonce de Mike and Nick and Alice. Open the glove compartment. What's this? It's chloroform. What? You don't know what chloroform is? Should I know what chloroform is? Have you ever seen a movie? Yeah, I've seen many movies. And have you ever seen a movie with chloroform in it? I don't know. Okay, just listen to me. Alors déjà, je vais dire que Mike and Nick and Alice est réalisé par Ben David Grabinski. Ben David en un seul mot. Est-ce que c'est son vrai nom ? Je sais pas. Honnêtement, je voulais faire cette recherche. Parce qu'en plus sur le générique, c'est Ben David avec David est aussi en majuscule. Oui, David est en majuscule, mais c'est collé. Bon, le pitch du film, c'est l'histoire de deux gangsters et la femme qu'ils aiment tentent de survivre à la nuit la plus dangereuse de leur vie. Comme si cela ne suffisait pas, un élément imprévisible vient s'ajouter à l'équation, une machine à remonter le temps. On dirait un faux pitch, Manon. Manon, c'est moi. Pas du tout. C'est moi Rita. et Laurent. C'est pas très Manon Corps comme film. Pas du tout. Mais je sais pas pourquoi t'as regardé ça maintenant. Enfin, je veux dire, mais non, mais on dirait un pitch de faux film, Rita. Alors le truc c'est que en plus, pourquoi est-ce que moi c'est pas non plus très Rita Corps, mais pourquoi je me suis mise dessus parce que j'aimerais plus voir l'acteur principal de ce film dans d'autres choses. On aime tous Vince Vaughn. Hein, Non, c'est pas de Vince Vaughn que je parle. Vince Vaughn est Trumpiste. C'est James Marsden. C'est James Marsden pour moi. Après, Vince Vaughn est un excellent acteur, mais il est Trumpiste. Et après, toi, tu parles de James Marsden. Il suffit de regarder les X-Men, hein. Sure, je vais regarder plutôt 27 robes, mais James Marsden, j'avais très envie de le revoir dans quelque chose qu'il utilise à la fois ses charmes de comédie et à la fois son physique d'acteur d'action en fait. Et j'étais aussi très curieuse du pitch et le titre m'a fait marrer parce qu'il fait renvoi à un film américain des années 70. Et en plus, le nom des personnages me rappelle Mikey and Nicky, qui est un exceptionnel film de Elaine May avec John Cassavetes et Peter Falk. Ça faisait beaucoup de choses qui m'ont intéressée. La seule chose qui me... on en est loin quand même. Justement, pas vraiment la seule chose qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que ça allait pas du tout être ça, c'est la bande-annonce déjà, mais ça avait l'air super fun en mode boum boum hi hi ha ha. Je me suis dit que ça pouvait ressembler à The Man from U.N.C.L.E., agent très spéciaux, un film d'il y a quelques années, et aussi le fait que ça sortait directement sur une plateforme et non pas au cinéma. Sur Disney+. Sur Disney+, Hulu aux États-Unis. Ça m'a un peu inquiétée et mes inquiétudes se sont réalisées et fondées. C'est pas français ce que je viens de dire. Se sont avérés fondés puisque je trouve que ce film est un des films les plus débiles que j'ai vu cette année, avec une mise en scène années 90-2000 avec des zooms et des ralentis, mais même pas en mode il y a des ralentis rigolo. Scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Il y a des ralentis scandaleux. Et c'est pas drôle et c'est pas fait au sérieux. Je trouve que c'est ni drôle ni pris au sérieux et ça m'emmerde parce que il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup que j'aurais aimé dedans. Et je suis assez... En fait, je trouve ça désastreux. Et il y a même Eija González qui est une super actrice et qui est sublime et qui est sous-utilisée dans le film. Problème à 3 corps. Sûrement. Il y a beaucoup de choses. Il y a Jimmy Tatro dedans qui pourrait donner une performance à mourir de rire. Il y a Ben Schwartz qui est sous-utilisé de ouf alors que moi j'adore cet acteur. Et ça source quand même sur une chanson... je connais pas. Billy Joel, pardon. De Billy Joel, il y a plein de choses qui auraient pu être super et je trouve que c'est un grand raté. Je veux juste noter que c'est un des films les plus référencés que j'ai vu de toute ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase où ils disent pas ça me rappelle telle chose et c'est souvent des références qui sont censées être drôles parce qu'elles n'ont rien à faire ici. Ouais, notamment, il y a une scène de 4 minutes où il parle de Gilmore Girls. Non, Gilmore Girls, pardon. Alors ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'adore Gilmore Girls, mais enfin, pendant les 4 minutes, ils avaient un débat sur qui était le meilleur boyfriend de Rory dans Gilmore Girls. C'était la perche dans le cadre. Mais sincèrement, Ceci dit, c'est un débat qui est toujours valide sur la toile aujourd'hui. Hein. Complètement. Mais les amis, ça va pas ou quoi? Enfin, là, j'ai payé pour ça. Enfin, non, mais oui, mais. Mais c'était n'importe quoi. Il y a tellement de références et il y a plein de moments où j'étais là. En fait, il fait des références comme la série Gilmore Girls, mais là, on n'est pas dans Gilmore Girls. On est dans un film qui essaye de faire agent très spéciaux Code Uncle et Kiss Kiss Bang Bang. Tu disais Florent, pas du tout. Laurent. Tu m'as rajouté un petit F. En tout cas, je suis trop déçue. Je trouve que c'est très mauvais. Vous pouvez totalement passer votre chemin, surtout que c'est une plateforme. Moi, je me suis endormie dessus. Ça m'a pris 2 fois pour le voir. Félix,
Laurent, mais n'importe quoi. Toujours pas. Laurent, mais Laurent, est-ce que du coup t'es content qu'on ait maintenu ce film au programme ? Moi, je suis un peu plus client en vrai déjà. Donc, dans l'absolu, je regarde ça, je passe plutôt un bon moment. C'est pour moi clairement une sous-version de Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black avec le côté buddy comedy, d'action, un peu à l'ancienne, qui est un genre que j'aime bien et qu'on ne voit pas très souvent, ce que je trouve qui a été beaucoup ringardisé en fait par les John Wick et par tous ces trucs-là, mais que je trouve quand même assez amusant et toujours valable. Moi, il y a vraiment des moments qui m'ont fait rigoler. Il y a des personnages qui sont super cons, qui sont assez drôles. Dans l'absolu, c'est un film qui est sympathique. Après, c'est clairement un direct-to-vidéo normal. Enfin, je veux dire, ça aurait été un peu bizarre de sortir ce film au cinéma parce que honnêtement, il se passe pas grand chose de très intéressant. C'est Kiss Kiss Bang Bang, c'est mieux, ça a été fait il y a 20 ans. Regardez plutôt ça. Après, c'est pas scandaleux, c'est pas une catastrophe. Moi, j'aime beaucoup Vince Vaughn. Bon, même si c'est un gros con, écoute, je l'apprends et ensuite ça lui apprendra. Mais je veux dire, dans l'absolu, je trouve qu'il est très bon dans le film. Il est super swag. Et que bon, voilà, le pitch est super débile et globalement, tu vois qu'ils font pas grand chose dans leur concept, mais on s'en fout un peu. Juste ta critique est horrible. Genre, t'es en train de dire que rien ne va, mais c'est bien quand même. En fait, c'est le mood de Laurent ce soir. C'est Marvel Galaxy, c'est des mecs qui font n'importe quoi, mais bon, les enfants ils sont cons, donc c'est cool. J'aime bien la voix que tu donnes à Laurent. En tout cas, les enfants que je connais, ils sont cons, mais ça c'est peut-être mon problème. Mais étant donné que tu parlais de ton neveu, je pense que ton frère, j'espère qu'il écoute l'émission, il va être ravi. Non, mais t'inquiète pas, ma famille ne s'intéresse pas à ce que je fais. Dieu merci, et en plus, juste à la décharge du film, je l'ai vu à la seconde après avoir fini, c'est pas une blague, pour la première fois Butch Cassidy and the Sundance Kid. Oh waouh. Et je pense que c'était la pire chose à faire à ce film que de le voir après avoir vu ça. C'est un grand écart à pas reproduire chez soi. Mais voilà, bon, ça reste, c'est un petit truc pour les gens en fait qui aiment bien Kiss Kiss Bang Bang, qui aiment bien ce genre de film qu'ils ont pas vu depuis longtemps. Ils peuvent voir ça parce que ça leur fait un truc de nouveauté. Mais je suis d'accord que c'est du sous Guy Ritchie. Voilà, c'est un sous Guy Ritchie. C'est pas très intéressant. Sauf si c'est vraiment votre cam, vous avez pas de temps à perdre à regarder ça, quoi. Bon voilà, c'est pas mal. N'allez pas sur les plateformes et allez au cinéma cette semaine. On enchaîne avec les recos de la perche parce qu'on a découvert plein de choses très chouettes cette semaine. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et je commence avec toi, Manon. Avec Romeria, on aurait aimé accorder un débat à ce film. Malheureusement, on peut pas, mais c'est une reco pour toi. Ouais, c'est une vraie reco. C'est le troisième long métrage d'une réalisatrice catalane qui s'appelle Carla Simon, qui avait eu l'Ours d'Or à Berlin pour son premier film, il me semble. Et c'est à nouveau, parce que je crois que tous ces films sont vaguement autobiographiques, et là c'est encore le cas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est aspirante étudiante en cinéma et qui est orpheline, qui a été adoptée et qui doit cleaner son état civil pour faire sa demande de bourse. Et du coup, elle va passer quelques jours en été dans la famille de son père qui est décédé, tout comme sa mère, du sida et de la toxicomanie. Sujet très lourd, film très lourd, mais également film très estival. Enfin, il y a vraiment un truc de récit initiatique estival. Il y a des choses assez sensuelles, mais aussi dérangeantes. Il y a un côté très onirique, il y a un côté très documentaire aussi, puisqu'elle filme pas mal de choses, la protagoniste principale avec sa petite caméra. Il y a des moments de mise en scène qui sont vraiment, vraiment forts, des plans très, très beaux qui me restent en tête. Je trouve qu'il y a tout du coup, elle passe chaque jour avec un membre différent de la famille, et je trouve que voilà, ils ont assez peu de temps à l'écran, mais ils sont vraiment c'est des personnages secondaires très forts. Parfois, c'est très dur parce que c'est une famille très bourgeoise qui a un peu mis ça sous le tapis, qui a essayé de cacher ça. Donc, on vient creuser dans leur secret comme ça. Mais ouais, je trouve que ça fait une œuvre, en tout cas finale, très forte et très belle. Donc, je recommande. Et on rappelle qu'il était en compétition à Cannes l'année dernière. Ouais. Et du coup, foncez voir Romeria au cinéma. Toi, Yuri, tu nous recommandes Crime 101 qui est disponible sur Prime Video. Alors, c'est Crime 101, non pas juste Crime 101. Ça va pas, on est en France, ici tu vas te détendre. Non, là, toi non plus, ça va pas. Mais en fait, 101, ça veut dire quelque chose. Voilà, parce qu'en fait, 101, ça veut dire... mais vous allez expliquer encore des choses à Elisabeth, là ? C'est un double sens. Non, mais en plus, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. J'explique ça aux gens qui nous écoutent. Non, mais très bien. Je suis ravie d'apprendre aussi, tu vois. Mais c'est vraiment... C'est pas notre faute si t'en as besoin, Elisabeth. Ça suffit. Ouais, donc bref, pourquoi ? Parce que c'est un thriller qui est sorti aux États-Unis, qui s'est planté en salle. Du coup, chez nous, il débarque
sur Amazon Prime Video, alors que c'est fort dommage. C'est globalement un remake semi-caché de Heat de Michael Mann, avec un braqueur au grand cœur joué par Chris Evans, Chris Hemsworth, l'autre Chris. C'est pas le bon Chris, il y en a 3, il y a Prato. Qui du coup fait des braquages le long de l'autoroute 101 de Los Angeles. Ah vraiment, waouh. Et du coup tout le film va se construire justement autour de son parcours, autour du fait qu'il veut plus ou moins arrêter, et il y a un casting dans ce film qui est complètement baboule. Donc il y a Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Nick Nolte, Barry Keoghan. Enfin, il y a une espèce de... Mais c'est un blockbuster en fait. C'est un blockbuster, c'est un film qui a coûté 100 patates et qui s'est vautré de ouf. Oui, qui s'est vautré de ouf et qui a des séquences de course-poursuite de bagnole les plus impressionnantes techniquement et en termes de découpage que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Il y a une manière, alors, le film est très bancal sur son écriture et notamment sur sa dernière partie, sur ce qu'il fait de ses personnages, mais il y a un vrai plaisir de polar un peu à l'ancienne, vraiment bien tenu. Il y a une forme justement qu'il a de passer, d'utiliser la voiture comme vecteur justement de mise en scène et de dramaturgie, qui est assez impressionnante. Enfin bref, moi je vous conseille vraiment Crime 101 101 101 si vous aimez en tout cas ce genre de film, ce genre de polar un peu, c'est vraiment pas mal du tout. Et comme je disais, tout à l'heure, c'est sur Prime Video. Enfin, Rita, on reste sur Prime Video avec la saison 2 de Jury Duty. Pardon, j'ai complètement oublié que j'avais dit ça, oui. J'ai totalement vu et dévoré cette saison 2 qui s'appelle Jury Duty Presents Company Retreat. Pire titre. C'est la suite. C'est un séminaire d'entreprise. C'est ça, c'est un séminaire d'entreprise. Donc, c'est la saison 2 de cette série un peu zinzin où tout le monde est un acteur sauf une personne qui se fait un peu Truman Showisé. Mais c'était James Marsden. Non, coup, pas c'est une espèce de télé-réalité. Pas une télé-réalité, tout est scripté. Tout je confonds. Non, il y a James Marsden. Attendez, doucement. Dans la saison 1, un des acteurs, c'est James Marsden qui joue son propre rôle et qui rend la chose concrète parce qu'ils sont dans un tribunal et il joue le juré, un des jurés qui est tiré au sort et et en fait il fait le connard, la version connard de James Marsden. Dans cette saison 2, on a un mec qui ne sait pas qu'il est dans une série en fait. Tout est scripté dans le reste, mais ses réactions à lui ne le sont pas puisque lui il est même pas au courant que tout le monde est un acteur. Lui il pense qu'il a été embauché pendant 2 semaines pour être un remplaçant d'assistant de direction d'un séminaire d'entreprise en team building, genre dans la montagne quoi, d'une entreprise qui fait des sauces piquantes. Ça s'appelle Rockin' Grandma. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue, mais depuis la saison 1 de Jury Duty en vérité. Non mais là ils atteignent des degrés de folie. Et alors dans le dernier épisode il y a un peu les behind the scenes, les coulisses de comment ils ont fait ça, et ils ont annoncé qu'il allait avoir la série, ils vont sortir la version doublée avec le commentaire audio du casting et du réal. Ça c'est génial et je vais la regarder. J'ai rarement vu un truc aussi insensé dans la manière dont c'est construit. C'est du travail d'orfèvre. Je trouve que c'est une des choses les plus humaines qui se fait aujourd'hui. Pour moi c'est l'antithèse de ce que tu disais sur le fascisme et Mario en fait. Il y a quelque chose de fondamentalement très américain dans cette série quand même, et à la fois c'est peut-être ce que l'américain fait de plus communautaire et non individualiste, parce que le mec qu'ils ont choisi pour faire ça, qui ne sait pas ce qui se passe, et c'est un immense pari de prod, parce qu'ils ont pris un mec au hasard. Si le mec se rend compte que c'est faux, tout est puis au-delà de ça, imagine c'est un connard, et en fait le gars est la personne la plus mignonne et gentille que vous avez vue de votre vie, et il ne veut que le bien des gens, et à la fois il est très drôle. C'est génial, hein. Mais en fait c'est super, et donc en fait on lui donne des situations mais horriblement drôles, et lui réagit avec une telle humanité, et il veut vraiment, et en fait à la fois quand les acteurs se révèlent être des acteurs, déjà moi je me dis mais le pauvre mec il va avoir des problèmes de confiance pour le reste de sa vie. Il vit dans Truman Show. C'est ça, et en fait quand les gens lui révèlent qu'ils sont acteurs, en fait tous les acteurs sont un peu en larmes, et sincèrement, bon là c'est très américain comment c'est filmé, mais faut un peu le voir en mode mais t'as été tellement gentil avec nous alors on t'a fait vivre des folies cette semaine. Et là ils ont inventé un pitch beaucoup plus intéressant je trouve que dans la saison 1, alors que je trouve déjà la saison 1 très bien aboutie. Je ne peux que vous recommander cette série, c'est sur Prime Video, c'est à mourir de rire, c'est très touchant aussi, et j'ai limite failli pleurer. C'est des épisodes de 20 minutes, il y en a 8, enfin vraiment foncez. C'est la pitch de la suite de The Drama, c'est qu'en fait Zendaya révèle que c'est une actrice depuis le début. Et tu parlais de coulisses et de behind the scenes, et c'est parfait pour la transition vers la carte blanche de Manon qui va nous parler des making-of des tournages qui tournent à la catastrophe. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et alors Manon, making-of catastrophe, plaisir voyeur ? Absolument. J'ai ou pas.
je vais tenter d'y répondre. J'ai longtemps travaillé à la rubrique cinéma d'un média en ligne et les interviews que je préférais faire, c'était celles sur les meilleures anecdotes de tournage. On m'a raconté des histoires vraiment insensées, notamment celle, je m'en souviendrai toujours, d'un tournage catastrophe sur une île réputée maudite en Thaïlande où toute l'équipe du film est devenue folle. L'acteur principal a disparu une nuit, on l'a retrouvé sur une barque au milieu de l'océan en plein délire en transe. Et l'actrice principale, elle m'a raconté se réveiller chaque nuit avec un énorme crabe araignée sur le plafond de sa chambre avant de finir à l'hôpital pour une infection du sang. Oh, wow. Le tournage, il a été interrompu, le film, il est jamais sorti, comme cette interview d'ailleurs qu'on ne peut pas retrouver parce qu'on ne l'a jamais sorti. Au fil de ces nombreux entretiens, j'ai compris que les plateaux de tournage étaient des lieux un peu hors du temps et un peu hors du monde, ce qui a servi de passe-droit aux harceleurs, aux agresseurs et à tous leurs abus, mais aussi des endroits de travail acharnés où la réalité dépasse parfois la fiction en train d'être créée. Je ne travaille plus pour ce média et pour satisfaire mes penchants légèrement voyeuristes, je me régale désormais des plus célèbres des making-of cataclysmiques. Le making-of, c'est un exercice banalisé et balisé par le DVD, mais il peut aussi s'apparenter, quand le spectateur a la chance et le réalisateur beaucoup de malchance, au meilleur des films catastrophes, loin devant le long métrage originel. L'enchaînement des péripéties, des accidents, des drames qui défilent devant nos yeux hallucinés, incapables de pouvoir identifier le véritable coupable de ce chaos, semble parfois révéler de la véritable malédiction. L'enjeu ici n'est pas, comme dans un film à suspense, de savoir comment ça va se finir, mais plutôt jusqu'où peut aller la guine, la schkoumoun, la boisse et la malchance. Crise cardiaque, prise de points imprévue, décor qui explose, cascadeur blessé, égo surdimensionné, acteur drogué ou en demi-psychose, tempête, typhon, retard monstre, banqueroute personnelle, explosion de budget, producteur très en colère et même réalisateur qui tente de se faire virer de son propre film. Dans Hearts of Darkness, Lost in La Mancha, Fucking Kassovitz ou Jim and Andy, tous les ingrédients sont là pour que les coulisses soient encore plus savoureuses que le film et que les cauchemars des uns deviennent les meilleures comédies des autres. Improbable et malheureuse mise en abîme que les meilleurs scénaristes n'auraient pas pu écrire, Gilliam devenant par exemple son propre Don Quichotte à force d'acharnement, ou Coppola menant sa propre guerre du Vietnam pendant 238 jours d'un tournage qui l'auront plongé proche de la démence et de la faillite. Ces géniaux making-of documentent tantôt une ténacité totalement égotique et parfois des véritables morceaux d'humilité. Par exemple, Gilliam, il a accepté de porter un micro qui est toujours ouvert sur le Lost in La Mancha, malgré la débâcle qui était en train de se produire. Ces making-of filment aussi tantôt le triomphe de la passion et de la débrouille, mais aussi, parfois, souvent, la défaite de l'Europe face à l'Amérique quand il s'agit d'histoires de gros sous. Le résultat, en revanche, c'est des objets cinématographiques et testamentaires toujours passionnants et fascinants, qui inspirent autant qu'ils découragent, je pense, et alimentent, chez moi, j'en conviens, un certain syndrome de, je vais avoir besoin de Yuri là-dessus, Schadenfreude, qui est une expression allemande qui définit une forme de joie que l'on ressent face au malheur d'autrui. Sur ma watchlist, parce que ce sont des plaisirs que je savoure avec modération pour aussi ne pas passer pour une psychopathe sadique totale, Burden of Dreams, Jodorowsky Dune, que je n'ai toujours pas vu. C'est trop bien. Ouais, ça a l'air. Et alors attention, le titre Lost Souls, The Doomed Journey of Richard Stanley Island of Dr. Moreau, qui sont des making-of que je n'ai pas vus et que j'ai hâte de voir, mais je vais m'en délecter avec parcimonie. Et actuellement en salle, c'est dommage, je l'ai loupé parce que ça correspond totalement au sujet de cette carte blanche. Il y a un documentaire qui s'appelle L'œuvre invisible sur un réalisateur, Alexandre Tranoï, un aspirant réalisateur plutôt, qui a accumulé des dizaines de projets avec des grands noms du cinéma sans jamais sortir aucun film, avec notamment le témoignage de Jean Rochefort, qui est le malheureux Don Quichotte qui peut plus monter à cheval dans Lost in La Mancha. Et comme ça, je boucle la boucle de cette carte blanche. Et alors, tu sais que quand tu parles d'acteurs drogués, tu me rappelles des souvenirs très précis d'un projet sur lequel j'ai travaillé. À quand le making-of sur ce projet ? Quand le making-of sur ce projet et d'autres anecdotes, mais en off. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous qui avez participé. Et comme chaque semaine, n'hésitez pas à nous écrire. On vous répondra dans le courrier des perchés. Bonne semaine.